Je suis Michel, et voici un nouveau récit tiré de la vie des gens. Depuis quelque temps, l'Alliance était devenue nettement trop grande pour le doigt de Claire. Elle glissait sans cesse, s'accrochait au bord du torchon, se prenait dans ses cheveux quand, pour la 100e fois de la journée, elle resserrait le chignon serré sur sa nuque. Claire la rattrapait au tout dernier moment, la remettait machinalement en place, et chaque fois, une pensée étrange la traversait. Son doigt n'avait pas maigri, c'était simplement le lien qui retenait ce métal qui était devenu dangereusement mince. Elle secouait la tête pour chasser cette idée et tendait la main vers le four. Le four lui souffla au visage une vapeur épaisse et brûlante dès qu'elle entr'ouvrit la porte. Le canard aux pommes, frotté d'épices et de miel, était presque cuit. Une odeur dense et généreuse de fête de famille emplissait la petite cuisine, chassant peu à peu le relent de médicaments pour enfants qui flottait là depuis 3 jours. Claire arrosa la volaille du jus translucide qui avait fondu, referma la lourde porte et s'essuya lentement les mains sur son torchon. Pendant que cette histoire se poursuit, dites-moi de quelle ville vous m'écoutez. J'aime toujours imaginer ces récits écoutés aux 4 coins du pays, dans une cuisine de Lille, sur une route près de Bordeaux, dans un appartement à Lyon. Reprenons. 6 mois. Cela faisait exactement 6 mois et 4 jours que Julien n'était pas rentré. Un contrat à l'étranger, un grand chantier de construction qui devait devenir pour leur famille le tremplin vers une autre vie. Pour ce départ, ils avaient économisé sur absolument tout. Claire se souvenait encore de l'hiver précédent quand elle avait fait ressemeler ses vieilles bottes parce que le moindre euro disponible était parti dans l'achat d'un beau costume pour Julien. Là-bas, dans le nord de l'Europe, on te juge sur ta tenue, Claire, je dois avoir l'air de quelqu'un. Elle était restée seule, avec 2 enfants, avec une maigre allocation et ses rares virements que son mari envoyait, accompagnés de la mention pour le strict nécessaire, le reste, on le met de côté sur notre compte. Claire n'était pas qu'une mère au foyer, elle était chef comptable, auditrice expérimentée. Elle avait l'habitude de voir une structure là où les autres ne voyaient que du chaos. Mais dans sa propre vie, elle s'était autorisée à devenir aveugle par amour. Les nuits blanches quand la petite Léa faisait ses dents, les rhumes de Thomas, le lave-linge cassé qu'elle avait réparé elle-même grâce à une vidéo trouvée sur internet pour ne pas dépenser d'argent chez un dépanneur. Tout cela devait prendre fin aujourd'hui. Maman, papa, il arrive bientôt? Thomas, 7 ans, passa la tête dans la cuisine. Il tenait précautionneusement une feuille de papier à dessin. Bientôt, mon grand, l'avion a atterri il y a 1 heure. Il est déjà en route. Claire passa tendrement la main dans sa mèche rebelle. Qu'est-ce que tu as là? Tu as fini? Thomas déroula fièrement sa feuille. On y voyait un avion, un peu de travers, mais très détaillé, d'où descendait par la passerelle un homme de grande taille avec une valise. En bas, 3 petites silhouettes l'attendaient. C'est nous, expliqua le garçon. Moi, toi et Léa. Et papa nous a rapporté un chien. Il l'avait promis, tu te souviens? Les lèvres de Claire tremblèrent. Elle se souvenait de cette promesse, lancée par Julien dans la précipitation des valises, juste pour que son fils arrête de pleurer. Je me souviens, mon trésor. Va voir comment va Léa. La fièvre semble être tombée, mais qu'elle reste plutôt sagement sur le tapis. Papa rentre de loin, il est fatigué. Il faut qu'on l'accueille calmement. Claire jeta un coup d'œil rapide à l'horloge. Il était temps de mettre la table. Elle remit machinalement en place une mèche blonde, échappée du chignon, et s'examina d'un œil critique dans le reflet de la fenêtre sombre de la cuisine. Un simple gilet gris, un jean propre, les cheveux tirés en arrière. Pour le coiffeur ou une manucure, elle n'avait eu ni le temps ni les moyens. Son visage paraissait creusé, sa peau était pâle de manque de sommeil. Soudain, elle se rappela qu'elle avait oublié d'acheter du jus de pêche. Julien ne buvait que celui-là. Thomas. Claire enfila une veste et glissa ses pieds dans ses baskets. Je file 5 minutes à la supérette du coin. Je ferme ma clé de l'extérieur. Tu n'ouvres à personne. La rue l'accueillit avec un vent vif. À la supérette, elle prit rapidement 2 briques d'1 litre de bon jus de fruits, des fruits frais et une baguette. Le sac se révéla bien lourd. Sur le chemin du retour, il lui semblait peser 1 tonne. Les fines anses en plastique lui sciaient les doigts sans pitié. Dans le hall de l'immeuble, Claire appuya par habitude sur le bouton de l'ascenseur, mais celui-ci se contenta d'un déclic sourd. Encore en panne. Claire poussa un long soupir et commença à monter l'escalier. Au 2e étage, le sac trop fin ne tint pas la charge.
Une anse craqua traîtreusement, le poids bascula, et la bouteille d'eau gazeuse faillit glisser sur les marches en béton. Claire tenta de retenir ses courses, mais le fond continuait de se déchirer. « Laissez-moi vous aider » dit au-dessus d'elle une voix d'homme, calme et grave. Dans l'escalier descendait Adrien, le voisin du quatrième, un ingénieur en bâtiment, veuf. Il saluait toujours poliment, mais brièvement. Sa fille, Manon, 7 ans, camarade de classe de Thomas, lui tenait la main. Sans un mot de trop, Adrien fit un pas vers elle et lui prit le sac qui se déchirait. Ses larges mains maîtrisèrent sans peine le poids. « Votre mari rentre ?» demanda Adrien en montant avec elle vers le 3e étage. « J'ai vu hier qu'on lavait vos fenêtres. Félicitations, vous l'avez enfin attendu. » « Oui, 6 mois sans se voir. » Claire tenta de sourire, mais le sourire sortit nerveux. Adrien la regarda attentivement de ses yeux sombres et tranquilles. « Vous êtes pâle et très maigre, Claire. Prenez soin de vous. » Il marqua une pause. « Si quelque chose tombe en panne chez vous, un robinet qui fuit, une serrure qui coince, appelez-moi, ça ne me dérange pas. Bonne soirée à vous. » Claire hocha la tête, reprit ses courses et entra dans l'appartement. Il restait quelques minutes avant l'arrivée du taxi. Claire rangea le jus, retira sa veste et passa au salon. Elle s'approcha de la fenêtre. Dans la rue, les réverbères jaunes venaient de s'allumer. Une voiture de taxi pénétra lentement dans la cour et s'arrêta juste devant leur immeuble. À l'intérieur de Claire, tout se serra d'une impatience joyeuse. Elle colla son front à la vitre. La portière arrière s'ouvrit et Julien posa le pied sur le bitume. Il portait un blouson de cuir, mince, sûr de lui. Claire voulut déjà s'éloigner de la fenêtre pour aller l'accueillir, mais elle se figea soudain. Son corps devint lourd, étranger. Julien ne se pressait pas de claquer la portière. Il se pencha à nouveau vers l'habitacle. Son visage avait changé, au point d'en être méconnaissable. Ses lèvres s'étirèrent dans un large sourire, un sourire venu du fond du cœur. Il regardait quelqu'un à l'intérieur de la voiture, avec une tendresse si nue que Claire en eut le souffle coupé. Du fond de l'habitacle apparut une main de femme, fine et soignée. Elle se posa sur la nuque de Julien. Il porta ses doigts à ses lèvres, puis les pressa contre la paume de cette femme, dans un baiser qui s'éternisa. Il dit quelque chose à voix basse vers l'intérieur, rit du regard, et lentement, à contre-cœur, se détacha. La portière claqua, la voiture démarra. À cette seconde précise, Julien se tourna vers l'immeuble. Claire le regardait d'en haut. Le sourire heureux disparut de son visage en un instant, comme effacé d'un coup de chiffon brutal. Ses épaules s'affaissèrent lourdement, les coins de sa bouche tombèrent, ses sourcils se rejoignirent en une grimace douloureuse au-dessus de l'arête du nez. Sa démarche se fit pesante. Vers l'interphone s'avançait un homme profondément éprouvé, infiniment fatigué. Un acteur parfait entrant dans le rôle attendu. Les doigts de Claire se crispèrent sur le rebord de la fenêtre au point que ses articulations lui firent mal. Elle fit un pas mal assuré en arrière. Un bourdonnement sourd lui emplissait les oreilles. 2 secondes plus tôt, un homme amoureux. Maintenant, un pourvoyeur martyr rentrant dans sa caverne détestée. L'interphone retentit, sec et fort. Le bruit éclata dans le silence de l'appartement de façon inquiétante. Elle avait exactement 1 minute. Claire ferma les yeux, inspira, expira. Elle est auditrice. Elle a l'habitude de travailler avec des chiffres. Elle sait garder un visage impassible quand les comptes sont en feu. La panique ne servira à rien. Elle passa les paumes sur ses joues, lissa les plis de son gilet et sortit dans le couloir où les enfants sautaient déjà d'impatience. La clé tourna lourdement dans la serrure, la porte s'ouvrit. Pour Julien, il n'y avait plus d'issue. « Papa !» Thomas se précipita en avant. Léa s'accrocha en couinant à sa jambe. Julien poussa un soupir accablé. Il posa sa grosse valise et s'accroupit. « Doucement, bande de brigands, vous allez démolir votre père, dit-il d'une voix de martyr. Léa, attention, papa a le dos en miettes. Claire se tenait à 2 pas. Julien se redressa. Son regard glissa sur le simple gilet, sur les cheveux noués en chignon. Dans ses yeux passa, l'espace d'une fraction de seconde, un agacement qu'il dissimula aussitôt derrière un masque de fatigue. Il fit un pas vers elle et lui tapota simplement l'épaule.
2 petites tapes condescendantes du plat de la main, pomme à un vieux copain, comme à une voisine bien commode. Crevé comme un chien, Claire, dit-il en dénouant son écharpe. Les vols, les correspondances, un calvaire. J'ai cru crever dans l'avion avec la pression. Et chez nous encore, l'ascenseur en panne. Il parlait et se plaignait en accrochant son blouson. Et à ce moment-là, une odeur enveloppa Claire. Elle se figea. Ce n'était pas son parfum habituel. Il émanait de lui une lourde odeur de parfum de femme, un arôme sucré de vanille, de sucre brûlé, l'odeur de la femme du taxi. Le dîner se déroula dans une atmosphère tendue. Julien mangeait le canard mollement, vérifiant sans cesse son téléphone qu'il avait posé écran vers la table. Un peu sec la viande, lâcha-t-il. Là-bas, au restaurant de l'hôtel, le chef était un vrai pro. Lui, le canard, il le réussissait, ça fondait dans la bouche. Mais bon, ici, c'est mangeable. Thomas tendit timidement sa feuille. Papa, regarde, j'ai dessiné ton arrivée. Julien jeta à peine un coup d'œil au dessin. L'écran de son téléphone clignota brièvement. Bravo Thomas, je regarderai mieux tout à l'heure. Bon, j'ai la tête qui explose. Après le dîner, Julien fouilla dans son sac et sortit une petite boîte. Tiens, il la poussa négligemment vers Claire. C'est pour toi, j'avais promis de rapporter quelque chose. Claire prit le cadeau. C'était une crème anti-rides de supermarché. Sur le devant trônait un autocollant jaune criard. Promotion, moins 50%. Au duty-free, il y avait une vente avant l'embarquement, expliqua tranquillement Julien. Tu devrais sérieusement t'occuper de ton visage, Claire. Des cernes sombres, le teint gris, ça fait mal à voir. Tu t'es complètement laissé aller en 6 mois. Moi, j'aimerais avoir à côté de moi une femme soignée, pas une bonne femme épuisée par le ménage. Commence à t'en mettre tous les jours. Il paraît qu'il y a de la bave d'escargot là-dedans. Claire regardait l'étiquette jaune. Bave d'escargot, moins 50%. À l'intérieur d'elle se forma un vide étrange qui résonnait. Bave d'escargot, traversa-t-elle. Eh bien, Julien, c'est très symbolique. L'escargot rampe lentement, il est facile à écraser, mais l'escargot porte toujours sa maison sur le dos, tandis que toi, tu vas bientôt ramper vers la sortie avec tes promotions. Elle ne fit pas de scène, il lui fallait du temps. Elle reposa simplement la boîte et dit d'une voix égale « Merci, un cadeau très pratique. Va prendre ta douche, Julien. L'eau est chaude depuis longtemps. » Julien grogna de satisfaction. Il partit dans la salle de bain. L'eau se mit à couler. Claire resta seule dans la cuisine. Machinalement, elle débarrassa la vaisselle. Il fallait qu'elle déplace le blouson de cuir sur un cintre large. En décrochant le vêtement, Claire sentit que dans la poche poitrine, quelque chose craquait, pliait, serré. Elle le sortit. Un long ticket de caisse d'une célèbre maison de joaillerie étrangère. La date, la veille. L'heure, 18h40. Claire parcourut les lignes des yeux. Collier, cœur de l'océan, diamant, or blanc. Le montant, dans une devise étrangère, était colossal. Claire le convertit instantanément en euros. Cette somme équivalait au budget de leur famille pour 6 mois. C'était précisément l'argent à cause duquel elle ne s'était pas acheté de bottes d'hiver. L'argent que Julien était censé mettre de côté sur leur compte commun. Avec le ticket, une carte de visite noire d'une boutique de luxe tomba à terre. Au dos, d'une écriture rapide, une note avait été ajoutée. À ma reine unique, Léna. Je t'attends chambre 402. L'écriture de Julien, ferme, assurée. L'eau continuait de couler. Claire se tenait dans le couloir sombre, serrant dans sa main un ticket pour des diamants destinés à une autre femme. Pas de larmes. Seulement la sensation effrayante et parfaitement nette de tout l'édifice de sa vie qui s'effondrait lentement en elle. Elle replia soigneusement le papier et la carte noire, exactement sur les anciens plis, les remit dans la poche du blouson, raccrocha le vêtement et éteignit la lumière. Première règle du bon auditeur, ne jamais révéler le déficit avant d'avoir réuni toutes les preuves et préparé le rapport de contrôle. La partie venait de commencer. Le matin ne débuta pas par la routine domestique habituelle, mais par un silence lourd, poisseux. Claire s'était réveillée très tôt, fixant le plafond gris de l'aube. À côté dormait Julien. Il était couché dos à elle, tourné vers le mur. Dans la chambre flottait encore cette odeur ténue mais distincte et âcre de parfum sucré qui n'était pas le sien.
L'arôme de vanille et de sucre brûlé s'était incrusté à jamais dans son sac de voyage abandonné près de l'armoire et dans ses affaires. Claire, avec précaution pour ne pas faire grincer le matelas, repoussa la couette. Elle se leva sans bruit, jeta un peignoir sur ses épaules et alla dans la cuisine. Elle avait besoin de s'occuper les mains. Vers 8 heures, Julien entra dans la cuisine. Il était déjà en chemise bleue impeccable et pantalon sombre, rasé de près, frais. Une odeur de bonne eau de toilette émanait de lui. Plus aucune trace de la fatigue de la veille. Il s'assit à table et plongea aussitôt dans l'écran de son smartphone. Claire posa en silence devant lui une tasse de café noir bien serrée. Il ne quitta pas l'écran des yeux. Julien, sa voix sonna calme et basse. Hier, j'étais à la fenêtre et je regardais en bas, quand tu es arrivé. Les doigts de Julien se figèrent à l'instant. Il leva lentement la tête. Son regard était glacial. Et qu'est-ce que tu contrôles encore? Dans quelle voiture je roule? J'ai vu de qui tu disais au revoir dans le taxi. Et j'ai vu comment tu lui disais au revoir. Pendant quelques secondes, un silence absolu s'installa dans la cuisine. Claire s'attendait à tout, mais Julien ne détourna pas le regard. Il posa tranquillement son téléphone et ricana. Bref, méchant. Claire, tu t'entends parler? Il but une gorgée de café et repoussa la soucoupe avec agacement. De qui j'aurais pu dire au revoir? Dans la voiture, il y avait le chauffeur, un vieux bonhomme moustachu, c'est tout. Tu veux dire que tu m'as vu envoyer des baisers à un taxi moustachu? À l'arrière, sur la banquette, il y avait une femme, dit fermement Claire. Et tu lui as embrassé la main. Tu souriais comme tu ne m'as plus souri depuis très longtemps. Julien poussa un soupir, accablé. Il se frotta l'arête du nez, exhibant le sommet de l'épuisement. Tu sais quel est ton vrai problème, Claire? Tu es enfermée entre 4 murs depuis 6 ans. Ton monde s'est réduit à la taille de cette cuisine. Ton cerveau se ramollit franchement entre les couches et les casseroles. Tu manques cruellement d'émotion. Alors tu t'inventes des feuilletons à bas prix, à partir de rien. 4e étage. Dehors, il fait nuit noire. Et madame a distingué une femme dans une voiture aux vitres teintées. Julien, j'ai vu ce que j'ai vu, je ne suis pas folle. Tu te comportes pourtant exactement comme une folle, une bonne femme hystérique et malade. Il haussa brusquement le ton, se penchant vivement en avant. Je trime comme un damné, sans week-end. Je rentre à la maison une fois tous les 6 mois, je veux du calme. Et ma femme me fait subir un interrogatoire à cause de ses hallucinations. Il faut te soigner, Claire. Tu développes une vraie paranoïa à force d'oisiveté. Prends rendez-vous chez un psy, je paierai tout. Mais ce lavage de cerveau, je ne suis pas prêt à le supporter. Il se leva d'un bond, rajusta sa chemise et jeta sur Claire un regard plein de pitié, dégoûté. Je pars au bureau, je rentrerai tard. Et j'espère que d'ici ce soir, tu auras repris tes esprits et que tu te souviendras comment doit se comporter une épouse normale. Dans le couloir, la porte claqua. Claire resta assise à table. Oisiveté, ramollissement, bonne femme malade. Ces mots pesaient sur elle de tout leur poids. Sa mémoire professionnelle la ramena 5 ans en arrière, à cet hiver particulièrement dur où Julien tentait tout juste de percer dans cette entreprise. Il n'avait pas d'argent. Thomas était malade et Claire, laissant l'enfant à la voisine, avait pris du travail supplémentaire à domicile. Elle bouclait des bilans la nuit pour une société. Elle se souvint de ce soir de janvier. On avait proposé à Julien un stage dans un grand groupe à l'étranger, mais il fallait le financer soi-même. La somme leur était inaccessible. Les banques refusaient le crédit. Julien avait alors presque renoncé. Il était assis à se lamenter sur l'injustice de la vie. Claire, elle, ne s'était pas lamentée. Le lendemain matin, elle était allée au marché des voitures d'occasion et avait vendu sa vieille mais fiable petite voiture, héritée de son père. C'était sa seule fierté, son indépendance personnelle. Elle l'avait cédée en dessous du prix pour avoir l'argent comptant tout de suite. Le soir, elle avait posé devant Julien une épaisse enveloppe. Elle n'avait pas exigé de serment. Elle avait simplement dit « Pars, on s'en sortira ». Tout cet hiver, Claire avait pris des bus glacés pour aller chercher des documents, sentant le froid lui remonter les jambes à travers la semelle fine de ses vieilles chaussures. Et Julien lui envoyait des photos éclatantes devant des gratte-ciel et des palmiers. Il promettait « Ma Claire, je t'achèterai une voiture neuve, sortie tout droit de la concession ». La vie avait effectivement changé. Il était devenu un homme qui réussit, et elle s'était transformée, à ses yeux, en une bonne femme épuisée et paranoïaque. Et le socle de sa réussite reposait sur la voiture vendue de son père.
C'est peut-être le moment de s'arrêter une seconde sur quelque chose. Quand un être que l'on aime nous répète assez longtemps que nous sommes folles, faibles ou malades, il arrive un point où l'on commence à le croire un peu. C'est l'un des mécanismes les plus insidieux qui soit. On retourne l'accusation contre celui qui a tout sacrifié, et le véritable coupable se construit ainsi un alibi confortable. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous est-il déjà arrivé de douter de votre propre regard parce qu'une voix proche vous répétait que vous vous trompiez? Une sonnerie sèche à la porte arracha Claire à ses souvenirs. Deux coups brais et impérieux. Seule Geneviève sonnait ainsi. Sa belle-mère se tenait sur le seuil, impeccable comme toujours. Cheveux parfaitement coiffés, manteau de laine coûteux. Dans les mains, un sachet d'une pâtisserie réputée. Bonjour Claire. La belle-mère franchit le seuil, balayant l'entrée du regard. Les enfants dorment? J'ai apporté des éclairs. Julien les adore depuis tout petit. Et lui, il est où? Bonjour Geneviève. Julien est déjà parti au bureau. Les sourcils de la belle-mère remontèrent une seconde, mais elle se ressaisit aussitôt. Un samedi matin. Que veux-tu, Claire? C'est un poste à haute responsabilité. Cet homme travaille, il fait vivre sa famille. Allons à la cuisine, mets la bouilloire. Dans la cuisine, Geneviève s'installa à table en maîtresse de maison. Son regard tomba sur la boîte de crème. L'autocollant jaune criard, moins 50%, sautait aux yeux. La belle-mère saisit la boîte de ses longs doigts. Regarde-moi ça, Julien t'a rapporté un cadeau. Sa voix sonnait douce, mais dans cette douceur se cachait un acier glacé. C'est bien, il prend soin de toi, mon fils. C'est une crème ordinaire de supermarché, Geneviève, répondit Claire d'une voix égale. Claire, à quoi bon ce ton vexé? La belle-mère reposa soigneusement la boîte. L'important, c'est qu'il ait remarqué le problème. Tu m'excuseras d'être direct, mais ces derniers temps, tu as l'air terne. Les cheveux attachés en queue de cheval, les yeux fatigués. Le visage d'une épouse, c'est la vitrine de son mari. Claire posa en silence une tasse de thé devant elle. La belle-mère poursuivit, mélangeant délicatement son sucre avec une petite cuillère. Un homme aussi brillant que mon Julien est sans cesse entouré de monde. Il doit être fier de sa femme, et toi, tu t'es complètement dissoute dans le quotidien. Un homme aime avec les yeux. Si sa femme l'accueille à la maison en peignoir délavé avec une mine renfrognée, ne t'étonne pas ensuite qu'il s'attarde au travail. Tu dois l'inspirer. Et tu fais la tête à cause d'un cadeau? Tu t'es endurcie, Claire, dans tous les sens du terme. Claire se tenait près de la cuisinière et se taisait. Chaque mot de la belle-mère était un coup calculé. La culpabilité de tout, de sa froideur, et même de ses infidélités potentielles, était habilement transférée sur ses épaules. Dans le couloir, soudain, une clé tourna. Julien apparut sur le seuil de la cuisine, sombre et mécontent. J'ai oublié la chemise bleue avec les brouillons, grommela-t-il. Il s'arrêta devant le miroir de l'entrée pour boutonner son blouson. À cet instant, la porte d'entrée s'ouvrit plus largement. Sur le seuil se tenait Josette, leur voisine. Une femme corpulente dans son éternel tablier bariolé, qui sentait toujours bon la pâte et le réconfort. Elle tenait dans les mains une tasse vide. Claire, dépanne-moi, je n'ai plus de sel, commença-t-elle de sa voix sonore, puis elle s'interrompit net en apercevant Julien. Julien se tenait devant le miroir, lissant méticuleusement du bout des doigts sa barbe parfaitement nette. Josette plissa les yeux. Son regard de femme du peuple, plein de bon sens, évalua aussitôt le tableau. Forte odeur de parfum, chaussures astiquées, geste empressé d'un homme qui a un besoin pressant de bien paraître un samedi matin en laissant sa femme à la maison. Tiens donc, Julien est rentré, dit haut et fort la voisine. Et qu'est-ce que tu te peignes la barbe avec autant de soin? On dirait un gros matou devant un bol de crème fraîche. Te fatigue pas, Julien. Ta Minette, elle s'est lassée de toi depuis belle lurette, depuis que tu as laissé Claire seule avec les enfants et de la fièvre pendant que tu paradais à ton dîner d'entreprise avec ta poule. Julien se figea. Son visage se couvrit de plaques rouges de fureur. Bonjour, Josette. Je suis pressé, je file au travail, articula-t-il entre ses dents, il attrapa la chemise et disparut rapidement dans l'escalier. Claire retint à peine un faible sourire. Geneviève, au contraire, redressa indignée le dos. Josette, vous vous oubliez complètement, c'est révoltant et grossier. Oh, laissez donc, Geneviève. La voisine entra tranquillement dans la cuisine et tendit sa tasse à Claire. Le tact, c'est pour les gens qui ont quelque chose à cacher. Nous, on est des gens simples, ce qu'on voit, on le dit. Josette fit un clin d'œil à Claire et s'en alla. Geneviève pinça les lèvres de mécontentement, époussetant une peluche imaginaire sur son manteau. Quelle femme épouvantable! Le peuple, vraiment.
Elle but une gorgée de thé et regarda Claire. Dans ses yeux apparut une expression de pitié condescendante. Julien est juste à cran à cause de ses dossiers, dit-elle d'un air songeur. Il est passé chez moi hier, en venant directement de l'aéroport, il m'a rapporté de beaux cadeaux, un tensiomètre, des compléments alimentaires. C'est un fils si attentionné. Geneviève se tut un instant, rajustant le foulard sur son cou. Et à ce moment-là, elle prononça les mots qui allaient diviser à jamais la vie de Claire en un avant et un après. Tu sais, Claire, la voix de la belle-mère se fit basse. J'ai vu par hasard quelque chose dans son sac ouvert. Un petit objet, un écrin de velours bleu. Une merveille, un vrai travail de maître joaillier. Les pierres y brillaient, même dans la pénombre. Claire cessa de respirer. Sa poitrine se serra dans un cercle d'acier. Julien est un homme généreux, poursuivit doucement Geneviève, sans remarquer le visage pétrifié de sa belle-fille. Il a toujours su apprécier la vraie beauté. Je ne lui ai posé aucune question, mais j'espère vraiment que cette beauté ira à la femme qui la mérite réellement, à celle qui sait l'inspirer vers la réussite, et pas seulement l'attendre tristement le soir à la cuisine avec une assiette de soupe fade. La belle-mère termina son thé avec élégance et se leva. Bon, j'ai assez traîné, j'y vais. Je n'irai pas voir les enfants dans leur chambre pour ne pas les agiter. Amène-les déjeuner chez moi demain, si Julien est encore occupé. Geneviève s'en alla. La porte d'entrée se referma doucement, laissant Claire entièrement seule dans le silence sourd de l'appartement. Elle s'approcha lentement de l'évier et ouvrit le robinet. L'eau froide frappa bruyamment le fond métallique. Claire glissa machinalement ses mains tremblantes sous le jet dur. Le flot glacé brûlait sa peau fine, mais elle ne sentait absolument pas le froid. Le puzzle s'était assemblé dans sa tête. Julien ne la trompait pas simplement. Il offrait des diamants à sa maîtresse, avec l'argent même qui avait été économisé sur la santé des enfants. Il lui avait menti effrontément le matin, en tentant de la convaincre de sa propre folie. Mais le plus terrible, c'était que Geneviève savait tout. La mère de Julien avait vu ce collier. Elle comprenait parfaitement que ce cadeau était destiné à l'épouse illégitime, et elle approuvait pleinement ce choix. Elle laissait clairement entendre qu'une jeune étrangère méritait ses diamants, et que la mère de ses petits-enfants n'était qu'un personnel de service. La trahison était totale. Toute cette famille l'avait simplement utilisée, toutes ces années, comme une fonction interchangeable. Claire s'essuya les mains sur le torchon, plus de peur poisseuse en elle. À sa place était venue une lucidité glacée, absolue. Très bien, Geneviève, pensa Claire, en regardant la tasse vide de sa belle-mère. Vous espérez que ça reviendra à celle qui le mérite ? Vous avez raison. La justice doit triompher. Et je ferai tout pour que chacun de vous reçoive exactement selon ses mérites, jusqu'au dernier centime. Le vacarme de l'immense centre commercial se fondait en un grondement continu et oppressant. La lumière vive d'une multitude de spots se reflétait sur le carrelage parfaitement poli, agressait les yeux et poussait les gens à presser le pas. Claire se tenait derrière une large colonne décorative au premier étage, serrant étroitement contre elle son manteau léger, bien qu'il fasse étouffant à l'intérieur. 2 semaines exactement s'étaient écoulées depuis ce soir où elle avait trouvé dans le blouson de son mari le ticket des diamants. 14 jours interminables. Pendant tout ce temps, Claire avait méthodiquement érigé autour d'elle un mur invisible. Elle s'était forcée à jouer le rôle de l'épouse parfaite, un peu fatiguée, pleinement confiante. Chaque matin, elle se levait avant Julien, lui préparait un café frais, repassait ses chemises, et chaque fois qu'elle posait le fer brûlant sur le tissu, elle sentait cette odeur sucrée écœurante de parfum étranger. Elle écoutait en silence ses plaintes du soir sur son travail éreintant. Ce matin, en finissant son café à la hâte, il avait annoncé qu'il avait une réunion importante avec des partenaires pour un nouveau chantier. Il avait dit que les négociations se dérouleraient dans un cadre informel, et qu'il rentrerait tard. Claire avait simplement rajusté avec sollicitude le col de son manteau en cachemire et lui avait souhaité bonne chance d'une voix égale. Et dès que la porte s'était refermée derrière lui, elle s'était habillée en vitesse. Elle était passée chez Josette, lui avait demandé de garder Thomas et Léa quelques heures, et était sortie sur ses talons. Claire n'avait jamais de sa vie été espionne, mais une femme dont quelqu'un piétine grossièrement le territoire acquiert soudain un flair animal. Elle savait pertinemment que Julien adorait ce nouveau centre commercial en plein cœur de la ville, et son intuition ne l'avait pas trompée. Depuis plus de 20 minutes, Claire les observait sans interruption depuis le premier étage.
Julien marchait dans la grande allée, et il n'était pas seul. Il avançait détendu, sûr de lui, la main fermement posée sur la taille fine d'une grande brune. C'était elle, Léna. Claire examinait attentivement sa jeune rivale. On n'aurait pas donné à la fille plus de 23 ans. Elle portait une robe courte couleur moutarde, de hautes cuissardes en daim à talons aiguilles, et un petit blouson de cuir négligemment jeté sur les épaules. Ses cheveux noirs descendaient dans son dos en boucles sorties de chez le coiffeur. Ce qui frappait le plus, c'était le visage de Léna. Un teint parfaitement uniforme, des cils volumineux posés et des lèvres incroyablement pulpeuses, peintes d'un rouge mat éclatant. Léna les avançait sans cesse en mots, retouchant son maquillage. À la vue de cette beauté trop appuyée, Claire ressentit non pas une jalousie brûlante, mais une gaieté étrange, presque nerveuse. La tension de ces derniers jours réclamait une issue, et elle se libéra en un petit rire sans son. Une pensée mordante traversa Claire. Des lèvres si gonflées que si on les piquait avec une simple aiguille à coudre, elles s'envoleraient dans l'espace, dans un sifflement de fusée. Et comment elle fait pour manger sa soupe? Avec une passoire, sinon la moitié repart dans l'assiette. Elle eut un sourire de travers à ses propres pensées, et de cette petite plaisanterie toute simple, elle respira physiquement mieux. Léna cessa de lui paraître une femme fatale invincible. Elle se transforma en une fille bête et avide, au visage artificiel, qui vendait cyniquement sa jeunesse contre l'argent d'un autre. Il faut dire un mot ici sur l'humour. Quand la douleur devient insupportable, l'esprit cherche parfois à transformer le monstre en quelque chose de risible, parce qu'on ne tremble plus devant ce qui nous fait sourire. Ce n'est pas de la légèreté, c'est un mécanisme de survie. En ramenant sa rivale à de simples proportions humaines, Claire reprenait pied. Et vous, avez-vous déjà remarqué que l'humour pouvait être une armure dans les moments les plus durs de votre vie? Julien et Léna s'arrêtèrent à l'entrée d'une bijouterie. Claire se crispa. Elle attendit qu'ils entrent, puis descendit lentement par l'escalator. Elle s'arrêta devant une vitrine voisine de chaussures italiennes de luxe, faisant mine d'examiner les articles avec passion. Du coin de l'œil, elle suivait son mari sans relâche. Dans la boutique haut de gamme, le calme régnait. Julien s'enfonça avec aisance dans un fauteuil de cuir moelleux, croisant négligemment les jambes. Léna se tenait devant un grand miroir. Un conseiller en gants blancs apporta respectueusement de l'arrière-boutique un écrin bleu nuit. Le même. Le conseiller ouvrit l'écrin. Sous les rayons puissants des lampes halogènes éclata un scintillement éblouissant. Le collier, cœur de l'océan. Une nuée de diamants enserrant une grosse pierre bleue. Claire regardait à travers la vitre. Les chiffres s'alignaient d'eux-mêmes en rangs réguliers. Elle ne voyait pas des pierres, elle voyait un argent énorme, étranger, incarné dans un morceau de métal. L'argent de ses enfants, l'argent volé à son avenir. Cette seule pierre bleue, c'était une année d'orthophoniste pour Léa, des chaussures neuves pour Thomas, des activités payées pour des années. Léna, en voyant le collier, poussa un cri de joie. Elle frappa dans ses mains en sautillant sur ses talons aiguilles. Julien contempla son ravissement d'un air condescendant. Il se leva du fauteuil, prit lui-même le collier dans l'écrin de velours et s'approcha de Léna par derrière. Claire, retenant son souffle, regardait son mari écarter délicatement les cheveux noirs de sa maîtresse. Ses doigts, ces mêmes doigts qui ce matin repoussaient avec agacement l'assiette du petit déjeuner, se posaient tendrement sur sa nuque. Il referma le fermoir. Léna se tourna lentement vers le miroir, s'admirant comme envoûtée. Puis elle pivota brusquement vers Julien et l'embrassa avidement en plunant sur les lèvres. Julien répondit volontiers, la serrant contre lui par la taille. À cet instant, il se trouvait tout près de la sortie de la boutique. Les portes étaient grandes ouvertes. Claire se tenait à 5 mètres à peine d'eux. Léna, enfin détachée des lèvres de Julien, lança à voix haute. « Julien, dis-moi franchement, ta boniche domestique ne va rien soupçonner, hein? Et si elle se mettait à fouiller dans les relevés bancaires, à te faire une scène? Ces histoires, je n'en ai vraiment pas besoin. » Julien eut un sourire. Dans ce sourire, il y avait tant de suffisance que Claire en eut la nausée. Il se pencha tout contre l'oreille de sa maîtresse, mais sa voix porta distinctement. « Calme-toi, ma puce, elle ne saura rien. Elle est bien trop bête pour ça. » Elle reste enfermée à la maison, à longueur de journée, avec les gosses qui ont le nez qui coule, elle mijote ses petits plats et croit aveuglément chaque mot que je dis. Pour elle, je suis un dieu.
Il ne lui viendra même pas à l'esprit, dans sa cervelle vide, d'aller vérifier mes comptes. Porte-le bien, tu l'as mérité. Elle est bien trop bête. Ces mots frappèrent Claire en plein cœur. Il ne se contentait pas de la tromper effrontément, il la méprisait sincèrement, profondément. Il la considérait comme une fonction commode, primitive, une domestique gratuite. La respiration de Claire se brisa, ses doigts s'agrippèrent à la bandoulière de son sac. À cette seconde, elle eut une envie folle de sortir de sa cachette et de cracher au visage de ce mensonge. Mais elle resta sur place. Elle se rappela les mots de Marine. Claire, écoute-moi, aucune crise. Si tu lui montres maintenant que tu connais la vérité, il aura le temps de transférer le patrimoine et de te faire passer pour folle. On ne frappera que lorsqu'il s'y attendra le moins. Rassemble les faits et tais-toi. Claire se força à expirer longuement. Elle pivota sur ses talons et marcha d'un pas ferme vers la sortie, sans se retourner une seule fois. Pas à pas, en respirant l'air frais, elle reprenait possession d'elle-même. Le jeu devait continuer. Le soir même, le petit appartement l'accueillit avec sa chaleur et son confort. Thomas et Léa regardaient tranquillement des dessins animés dans la chambre. À la cuisine, dans une lourde cocotte en fonte, mijotait doucement une viande au pruneau, l'un des plats préférés de Julien. Claire était restée plus de 2 heures devant la cuisinière, coupant méthodiquement les légumes et faisant dorer le bœuf jusqu'à obtenir une croûte dorée. L'odeur dans la cuisine était formidable, une odeur de foyer. Vers 20 heures, une clé tourna dans l'entrée. Julien rentrait de ses négociations importantes. Il entra dans l'appartement, retira son écharpe et soupira bruyamment, en martyr. « Salut » lâcha-t-il d'une voix sourde. « Je suis vidé. » Les partenaires étaient butés. 3 heures à démontrer des évidences. Crevé, à un point que je peux à peine parler. Il se dirigea droit vers la salle de bain. « Claire, je file sous la douche. Dans 20 minutes, je suis prêt à dîner. Serre-moi une bonne assiette. Depuis hier soir, je n'ai rien avalé. » La porte de la salle de bain se ferma hermétiquement, l'eau se mit à couler à l'intérieur. Claire repassa à la cuisine et s'arrêta devant la fenêtre. Dehors tombait une petite pluie d'automne. Dans l'appartement, il faisait clair, chaud, ça sentait bon. Une image parfaitement fausse. Soudain, le silence fut déchiré par une sonnerie stridente. Claire sursauta. C'était son propre téléphone portable, oublié sur la table de la cuisine. Elle regarda l'écran, un numéro inconnu. Claire fit glisser son doigt sur l'écran. « Allô ?» Sa voix sonna calme. À l'autre bout du fil, quelques secondes de silence. On entendait seulement une respiration légère et saccadée, et une musique rythmée étouffée en arrière-plan. Puis retentit une voix de femme, haute, perçante, avec des intonations de supériorité provocantes. La voix de Léna. « Allô, c'est Claire ?» demanda Léna, sans même se donner la peine de dire bonjour. « Écoute-moi très attentivement. Je sais parfaitement que Julien vient de rentrer chez toi, dans votre quartier minable. » Claire écoutait en silence cette voix sonore et vide. En elle montait lentement une rage glacée. Elle n'avait plus peur, elle éprouvait du dégoût. « Qu'est-ce que tu as à te taire ?» Léna claqua la langue avec agacement. « Je t'appelle pour te dire une chose toute simple. Arrête de t'accrocher comme une teigne à un homme qui ne veut plus de toi depuis longtemps. Fais-lui ses valises dès aujourd'hui. Vieux meuble, tu as fait ton temps. Julien, c'est avec moi qu'il vit vraiment. Il dépense pour moi son gros argent. Il m'aime. Et chez toi, il ne vient que par un absurde sentiment de culpabilité envers vos enfants. » Claire continuait de se taire. Elle regardait la cocotte de viande mijotée sur la cuisinière. Une vapeur brûlante montait en volute au-dessus du couvercle. « Avec moi, il respire à plein poumon, tu comprends ?» La voix de Léna se fit plus dure. « Avec moi, il respire, et avec toi, il étouffe d'un ennui mortel et de l'odeur de soupe aigre. Tu le tires vers le fond. Lâche-le, ne te ridiculise pas. Si tu ne demandes pas le divorce toi-même, je ferai en sorte qu'il te jette à la rue avec les gosses, sans un centime. Tu m'as bien comprise ?» Claire inspira profondément. L'air de la cuisine lui parut dense et lourd. « Vous avez terminé votre monologue ?» demanda Claire d'une voix parfaitement égale. À l'autre bout du fil, Léna se troubla, ne s'attendant pas à entendre une réaction aussi froide au lieu de larmes et de malédictions. « Quoi ? Mais tu te rends compte au moins ?» Claire ne resta pas à écouter. Elle pressa simplement la touche pour raccrocher, puis ouvrit les réglages et bloqua ce numéro pour toujours.
Le bruit de l'eau dans la salle de bain cessa. Julien allait bientôt sortir. Il attendrait son dîner chaud. Il s'assiérait à cette table accueillante, mangerait avec appétit cette viande parfaite et mentirait effrontément sur ses négociations, alors que sur sa nuque n'était pas encore refroidie l'odeur fantôme du parfum coûteux de Léna. Il la croirait sincèrement bien trop bête. Claire regarda la cocotte. Plus de 2 heures devant la cuisinière. Du bœuf fermier de qualité, des épices rares. Avec moi il respire, avec toi il étouffe. Elle est bien trop bête. Claire s'approcha de la cuisinière. Elle prit 2 maniques épaisses, saisit fermement les poignées brûlantes de la cocotte et la retira du feu d'un seul geste. Elle sortit dans le couloir et se dirigea d'un pas décidé, droit vers la porte des toilettes. La porte n'était pas verrouillée, elle la poussa de l'épaule. Julien se tenait devant le miroir, une grande serviette enroulée serrée autour des hanches, et s'essuyait vigoureusement les cheveux. En entendant grincer la porte, il regarda Claire avec mécontentement à travers le reflet. « Claire, qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Julien fronça les sourcils. « Je t'ai demandé de mettre la table. Pourquoi tu as traîné ce truc brûlant jusqu'ici ?» Claire ne lui dit pas un seul mot. Elle s'approcha tout contre la cuvette et appuya résolument du pied sur la pédale métallique, soulevant le couvercle. Puis lentement, sans détacher son regard pesant des yeux écarquillés de son mari dans le miroir, elle inclina la lourde cocotte. La viande chaude dans sa sauce épaisse au pruneau s'écroula vers le bas dans un flot gluant. De gros morceaux de bœuf heurtèrent la céramique blanche avec un grand clapotis, éclaboussant abondamment de sauce brune le rebord propre. Le plat coûteux, sur lequel elle avait passé la moitié de sa journée, disparaissait irrémédiablement dans les canalisations. Julien resta figé, bouche ouverte. La serviette glissa de ses mains et tomba sur le carrelage comme un chiffon mouillé. Son visage soigné s'allongea sous l'effet d'une stupéfaction extrême. « Qu'est-ce que tu fais, espèce de folle ?» rugit-il enfin, en faisant un pas vers elle. « Tu as complètement perdu la tête ? J'arrive affamé comme un chien, et toi tu balances la nourriture dans les toilettes ?» Claire se redressa tranquillement, posa la cocotte sale juste sur le bord du lavabo étincelant, et appuya avec force sur la chasse d'eau. Un flot puissant emporta à jamais dans les égouts le fruit de son travail, ne laissant derrière lui que d'écœurantes traces grasses sur la faïence et une odeur d'épices déplacée. Elle se tourna vers son mari. Julien respirait lourdement. Sa large poitrine se soulevait par à-coups, ses poings se serraient de rage. À cet instant, il avait l'air pitoyable et ridicule dans cette serviette de travers. « Il n'y aura plus de dîner à la maison, Julien, » dit Claire. Sa voix sonnait absolument glaciale. Pas une once d'hystérie, pas une larme de dépit. C'était la voix effrayante de quelqu'un qui n'a plus rien à craindre. Elle le regarda droit dans ses yeux fuyants, et Julien, pour la première fois depuis de longues années, y vit non pas la soumission habituelle, mais un acier impitoyable. « Si tu as si faim ce soir, va dîner au restaurant avec ta reine. Je suis sûr qu'elle te nourrira bien mieux. N'oublie pas seulement de mettre du linge propre, Julien, pour ne pas me faire honte devant elle avec ta négligence. » Sans lui laisser le temps de reprendre ses esprits, Claire pivota brusquement et sortit de la salle de bain, refermant fermement la porte derrière elle. Le premier coup avait été porté. La guerre était entrée dans sa phase ouverte. La porte vitrée du prestigieux cabinet d'avocats se referma derrière Claire dans un bruit feutré. À l'intérieur, ça sentait le café et le beau papier. Claire retira son manteau humide. Elle se sentait mal à l'aise dans cet espace cossu. Elle était sortie depuis trop longtemps des limites de sa cité de banlieue. Marine, l'amie d'études de Claire, l'attendait dans son bureau. C'était désormais une femme à poigne, dans un strict tailleur-pantalon bleu marine, au regard perçant. Elle était spécialisée dans les divorces complexes. Claire se laissa tomber dans un fauteuil de cuir. À l'intérieur, tout tremblait finement. Thé, café, eau ? Marine reposa son stylo et regarda son amie. Elle savait que la pitié, dans ces affaires-là, ne faisait que nuire. « De l'eau, s'il te plaît, plate. » Marine versa l'eau dans un verre, le poussa vers Claire et entra aussitôt dans le vif du sujet. « Claire, j'ai sorti tous les relevés bancaires de vos comptes, à Julien et toi. Je t'avais demandé d'être prête à tout, mais ce que j'ai trouvé dépasse le cadre d'une simple infidélité. Ton mari préparait méthodiquement sa retraite, avec soin et beaucoup d'habileté. » Claire but une petite gorgée. L'eau lui parut amère. « Dis-moi tout sans détour, Marine.
Plus rien ne m'étonnera. Le collier, je l'ai déjà vu. Le collier, c'est une broutille, Claire, un jouet brillant pour détourner l'attention. Marine ouvrit un dossier et en sortit des feuilles couvertes de tableaux et de cachets bleus. Regarde ça, c'est le relevé détaillé de votre compte épargne familial principal, celui-là même où tu as déposé, il y a 2 ans, l'argent de la vente de la maison de campagne de ta grand-mère. Claire baissa les yeux sur le papier. Elle avait travaillé 10 ans comme chef comptable et auditrice expérimentée. Elle avait l'habitude de manier sans peine les millions des autres, mais là, ces chiffres sur la feuille blanche concernaient ses propres enfants. Dans la case solde actuelle figurait la somme de 1 400 €. Claire cligna plusieurs fois des yeux. Marine, c'est une erreur. Il devrait y avoir plus de 120 000 €. 122 000 pour être exact. On n'a jamais retiré un centime de là. Julien jurait qu'après ce contrat, on prendrait un appartement dans le nouveau quartier. Ils n'y sont plus, Claire. La voix de la juriste restait égale. L'argent a été retiré en 2 gros virements il y a 1 mois et demi, exactement à la période où Julien se trouvait soi-disant dans la phase la plus dure de sa mission. Comment ça, retiré? Claire sentit ses doigts s'engourdir. Le compte est à mon nom, la carte est chez moi sous clé, je n'ai validé aucun virement. Marine soupira lourdement et sortit un autre document, une copie de procuration. Souviens-toi, Claire, il y a 3 ans, quand Julien partait, il t'a convaincu d'établir à son nom une procuration générale. Il l'expliquait en disant qu'en cas de force majeure, il pourrait avoir besoin d'un accès à l'argent pour des soins ou une assurance. Tu te rappelles? Claire ferma les yeux. Oui, elle se rappelait. Julien lui tenait la main et racontait de façon très convaincante les risques d'un travail sur les chantiers. Elle avait signé ce papier sans même lire les petits caractères. Elle avait simplement apposé sa signature. Elle faisait confiance à son mari, plus qu'à elle-même. Il a utilisé cette procuration de sang-froid, poursuivit Marine. Il s'est présenté à l'agence bancaire et a viré exactement 120 000 € sur le compte courant d'une personne morale. Marine poussa vers elle la feuille suivante. Je te présente. Société à responsabilité limitée, Christina Beauté. Activité principale, service de salon de beauté. Associée et gérante, Léna Mercier, 23 ans. Marine marqua une pause, regardant Claire. Tu as remarqué le nom? Il a ouvert ce studio sous l'enseigne Christina Beauté. C'est son pseudonyme sur les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'elle se présente à ses abonnés. Alors que sur sa carte d'identité, c'est une simple Léna Mercier. Une belle légende pour brouiller les pistes. Dans le bureau s'installa un silence pesant. Claire regardait le relevé. Son cerveau de comptable s'était mis en marche automatiquement. Une société écran, créée spécialement pour détourner des fonds. Les chiffres sur le papier cessèrent d'être de l'encre. Ils se transformèrent en années volées de sa vie. C'était l'argent auquel elle s'était accrochée dans les mois les plus durs. Quand Thomas était malade, elle s'était interdit de toucher à ce compte. Elle reprisait de vieux collants et achetait des pâtes premier prix, juste pour ne pas y toucher. Et Julien l'avait simplement pris pour l'offrir à sa maîtresse, afin qu'elle ouvre son entreprise. C'est du vol, dit Claire d'une voix étrangère. Marine, c'est un délit pénal, c'est notre argent commun. La moitié, c'est même mon héritage personnel. On peut porter plainte. Marine retira ses lunettes et secoua la tête. Selon la loi, Claire, tout est parfaitement régulier. Tu lui as toi-même donné, en pleine possession de tes moyens, une procuration générale. Vous êtes mariés officiellement. La gestion des biens communs est présumée se faire avec l'accord du conjoint. La police refusera d'ouvrir une enquête et te servira la phrase toute faite, régler ça au tribunal civil lors du divorce. Claire se nerversa lentement contre le dossier du fauteuil. Ses forces l'abandonnaient rapidement. Donc il nous a laissés sans rien. Il a tout pris et on ne pourra rien prouver. Non, pas tout. Marine remit ses lunettes et sa voix prit des intonations de prédatrice. Il est persuadé que tu vas pleurer et t'humilier. Mais il a commis une erreur fatale, Claire. Il s'est relâché et il a oublié l'essentiel. Sa femme est une auditrice expérimentée, juste temporairement en congé parental. Marine se pencha en avant. On va tout partager. Et cet appartement, et sa voiture, et ses 120 000 € volés. Devant le tribunal, je les ferai compter comme sa part déjà perçue lors du partage. Il partira avec une valise de vieilles chemises. Mais pour ça, il me faut du temps. Dis-moi franchement, tu pourras tenir encore 15 jours dans le même appartement que cet homme, sans craquer? Claire regarda le verre d'eau à moitié bu. Elle se rappela la cocotte de viande dans les toilettes. Je tiendrai. Claire fixa fermement son ami. Je rassemblerai pour toi tous les documents financiers que je pourrai trouver dans la maison, tous les vieux contrats, toutes les quittances. C'est la bonne approche. Marine hocha la tête d'un air approbateur. Et maintenant, rentre chez toi.
pleure s'il le faut, mais demain matin, tu dois te réveiller en personne calculatrice qui se prépare à une guerre pour sa propre survie. Le chemin du retour se déroula comme dans un brouillard. Le soir même, dans la cuisine, seule brillait la petite lampe au-dessus de la cuisinière. Les enfants dormaient depuis longtemps. Julien était de nouveau en retard. Il avait envoyé un bref message disant qu'il était parti sur un chantier éloigné, régler des problèmes. Claire connaissait la vraie nature de ses problèmes, mais à cet instant précis, son absence l'arrangeait. Un coup léger à la porte d'entrée l'attira de sa torpeur. Sur le seuil se tenait Josette. Dans ses mains, elle tenait avec précaution une bouteille embuée de verre sombre et une assiette avec une tarte tiède. Ma Claire, je me suis dit, allez, je passe te voir, dit la voisine d'une voix douce. Laisse donc la vieille s'asseoir un peu à ta cuisine, c'est sans doute le bon moment pour observer une chose. Dans les épreuves, ce ne sont pas toujours les liens du sang qui nous tiennent debout. Souvent, c'est une voisine, une amie d'enfance, une présence inattendue qui devient le véritable pilier. Nous croyons être seuls, et pourtant, il existe autour de nous des soutiens que l'orgueil ou l'habitude nous empêchent de voir. Et vous, dans vos moments de chute, qui s'est tenu près de vous quand vous vous y attendiez le moins? Claire hocha la tête en silence. Josette entra en maîtresse de maison dans la cuisine, sortit 2 petits verres et y versa un liquide épais. C'est ma liqueur maison, à la cerise. 3 ans qu'elle attendait son heure au fond du placard. Bois, allez, tu en as besoin maintenant, que le sang circule plus vite dans tes veines, parce que tu es là, blanche comme un mur d'hôpital. Claire but docilement une gorgée. La liqueur se révéla onctueuse, avec une agréable amertume. Une vague chaude se répandit dans sa gorge, et ce réconfort physique inattendu brisa soudain le barrage intérieur. Elle n'éclata pas en sanglots, les larmes se mirent simplement à couler sur ses joues, tombant en grosses gouttes sur le plan de travail. Elle pleurait tout bas, ses épaules tressautant à peine. Josette ne s'agita pas, elle approcha simplement sa chaise tout contre Claire, l'entoura fermement de son bras lourd et attira sa tête contre son épaule moelleuse, qui sentait bon la vanille de façon rassurante. Pleure, ma fille, pleure. L'eau use la pierre, et les larmes nettoient l'âme d'une femme, répétait posément la voisine. Je ne suis pas aveugle, Claire, je vois tout. Et ses blousons imprégnés de part en part de parfums étrangers, et ses yeux fuyants. Et toi, qui dépéris sous mes yeux, ça aussi, je le vois. Claire tenta de respirer, mais sa voix se brisa. Josette, il nous a tout pris, l'argent des enfants, l'argent du nouvel appartement, tout, jusqu'au dernier centime, il l'a donné à elle. Et hier, il m'a dit en face que j'étais folle, qu'il fallait me soigner. Josette soupira lourdement et se resservit un peu. Claire, écoute maintenant une vieille femme. Mon défunt mari, je l'ai supporté 30 ans. Lui aussi rusait sans cesse. Il croyait que je ne remarquais rien. Les hommes de cette espèce, Claire, ils sont comme ce vieux revêtement de sol bon marché, tu sais, le linoléum qu'on vendait autrefois en grands rouleaux. Claire, sans comprendre, leva les yeux vers elle. Regarde, tu poses ce linoléum bon marché, tu le lisses bien proprement, tu le coinces avec les plinthes sur les bords. À première vue, il est bien à plat, irréprochable. Mais dès que le soleil du printemps chauffe à travers la fenêtre, ou qu'un tuyau d'eau chaude fuit, dès qu'une chaleur étrangère vient le chauffer un peu, il se met aussitôt à gondoler en énormes cloques, juste là où ça se voit. Et marcher dessus, c'est désagréable, les pieds s'accrochent. La voisine eut un sourire dur. Ton Julien aussi restait bien à plat, tant que tu le maintenais collé au sol avec les plaintes de tes attentions et de tes économies. Mais dès que l'argent facile de l'étranger l'a réchauffé, il s'est aussitôt boursouflé en cloques, et toute sa pourriture intérieure est remontée à la surface, parce qu'au départ, il n'y avait pas de qualité en lui. Josette essuya délicatement les traces humides sur le visage de Claire. Mais ne t'avise pas de pleurer pour de l'argent. Retiens bien ça, l'argent, c'est comme le fumier. Aujourd'hui tu n'en as pas, et demain on t'en apporte une remorque entière. Ça aurait été bien pire si tu avais vécu jusqu'au bout avec ce traître, et qu'il t'avait lâché, vieille et malade. Et ces cloques sur le linoléum, tu sais comment les gens malins les réparent? Claire fit non de la tête. Tu prends une bonne aiguille pointue, la voisine fit un geste éloquent des doigts, et tu perces cette cloque d'un grand coup. L'air vicié en ressort dans un sifflement, et le linoléum retombe à plat. Cette cloque qui est la tienne, nous aussi, on va la percer avec une petite aiguille. Ma Claire, tu es une fille très intelligente. Tu lui enfonceras cette aiguille sous les côtes, dans les règles de la loi, de telle façon que jusqu'à la fin de ses jours, il marchera tout dégonflé. Tiens-toi droite, les enfants te regardent.
Claire sentit une force calme se répandre lentement en elle. Josette avait raison. Les larmes ne ramèneront pas ce qui a été volé. Il lui fallait une aiguille bien pointue. Elle adressa un faible sourire à la voisine et prit un morceau de tarte. Merci Josette, pour tout, merci. Le lendemain, l'appartement devint physiquement insupportable, étouffant. Julien arpentait le salon en parlant fort au téléphone. Sa voix autoritaire irritait Claire au niveau physique. Elle enfila une veste, prit le sac poubelle et sortit de l'appartement. Après avoir jeté les ordures sur le palier, Claire s'approcha de la haute fenêtre de la cage d'escalier, entr'ouvrit le vieux châssis de bois et inspira profondément l'air humide. La tension de ces derniers jours s'abattit sur elle de tout son poids. Elle s'assit sur la large marche de béton et enfouit son visage dans ses genoux. Des pas sourds dans l'escalier la firent sursauter. Sur le palier apparut Adrien. Il tenait une lourde caisse à outils métallique. Il rentrait d'un chantier. En voyant Claire, il s'arrêta. Il ne posa pas les questions habituelles. Adrien posa simplement sa caisse par terre, retira ses gants et s'assit sur la marche à côté d'elle, sans se coller, laissant de l'espace. « Il y a un fort courant d'air ici, vous allez attraper froid », dit tranquillement Adrien. Sa voix sonnait douce. « Tout va bien, Adrien. Je suis juste sorti prendre l'air. Il fait étouffant chez moi. » Adrien sortit un mouchoir en papier et le lui tendit en silence. « Vous savez, Claire, dit-il en regardant droit devant lui, mon métier, c'est ingénieur structure. Toute ma vie, je travaille avec des plans et du béton lourd. Je sais une chose par expérience. N'importe quel bâtiment peut s'effondrer si ses fondations sont minées ou s'il y avait dès le départ une fissure cachée à l'intérieur. » Claire se figea, tendant l'oreille, et quand un tel bâtiment s'écroule, les gens ordinaires restent sur les ruines et pleurent. C'est normal, c'est terrible de perdre sa maison. Mais ensuite, sur ces ruines, arrivent les ingénieurs. Nous ne pleurons jamais sur les briques cassées, nous prenons nos outils, nous faisons une expertise, nous déblayons entièrement le terrain et nous coulons de nouvelles fondations, plus solides que les précédentes, parce que nous savons exactement comment réparer ce qui a été détruit jusqu'au sol. Il tourna lentement la tête et la regarda droit dans les yeux. Dans son regard se lisait une fiabilité d'homme, une vraie, comme elle n'en avait pas rencontré depuis très longtemps. Je ne sais pas ce qui vient de s'effondrer dans votre appartement, Claire, mais je vois à vos yeux que beaucoup s'est effondré. Je ne vais pas m'immiscer dans votre vie. Je veux juste que vous vous souveniez d'une chose. Si les vieilles fondations ne tiennent plus, n'essayez pas de retenir les murs qui tombent avec vos mains. Vous vous feriez écraser. Il faut trouver la force de reconstruire à neuf. Si vous avez besoin d'une aide concrète, changez les serrures de la porte ou transportez des affaires. J'habite au 4e. Je sais réparer les serrures, et pas seulement elles. Adrien lui adressa un léger signe de tête et commença à monter l'escalier. Claire le suivit longtemps des yeux. Pour la première fois depuis ces interminables semaines, la peur poisseuse de l'avenir commença à reculer. Claire se leva avec assurance et se dirigea vers sa porte. Les fondations de son mariage avaient définitivement pourri. Il était temps d'appeler la pelleteuse. Quand Claire ouvrit la lourde porte d'entrée, le couloir était dans le noir. L'appartement l'accueillit avec un silence anormal, pour lequel se devinait une menace prédatrice. Elle alluma la lumière. Julien était assis sur un pouf dans l'entrée, juste en face de la porte. Il portait encore son costume sombre. Sa silhouette barrait le passage. Son visage était déformé par une rage lourde. Julien avait rempli la journée à réfléchir à la situation. Il avait clairement senti sa rébellion soudaine. Et toute rébellion, Julien avait l'habitude de l'écraser durement. « Et où traîne-t-on la nuit comme ça ?» Sa voix sonna d'un ton menaçant et bas. Il ne se leva pas, continuant à la regarder de bas en haut. Claire accrocha tranquillement les clés au crochet. Je sortais les poubelles et je prenais l'air. Il faisait trop étouffant dans l'appartement. Étouffant pour madame. Julien se leva lentement. Il fit un pas tout contre elle, forçant Claire à se plaquer dos à la porte métallique froide. « Je vois que tu es devenue bien hardie. Tu me parles entre tes dents. » Il l'attrapa brusquement par l'épaule, serrant les doigts au point que le tissu craquela. « Écoute-moi bien, Claire. Je ne sais pas quelle mouche t'a piqué, mais ce cirque, je ne suis pas disposé à le tolérer. Tu as oublié qui commande dans cette maison ? Tu as oublié avec quel argent tu vis et tu manges ici ?» Claire le regardait droit dans les yeux. Pas de peur. À l'intérieur d'elle, quelque chose avait définitivement grillé, ne laissant qu'une détermination froide. « Lâche mon bras, Julien, tu me fais mal. » Il ricana, mais ne relâcha pas sa prise.
Mal? À toi? Tu auras mal, Claire, si tu n'arrêtes pas tout de suite de jouer l'innocente offensée. Si quelque chose ne te convient pas, la porte blindée est juste derrière toi. Tu peux faire tes paquets et déguerpir. Il se pencha tout contre son visage. Une odeur d'alcool fort émanait de lui. Souviens-toi seulement d'une chose. Si tu décides de demander le divorce, tu sortiras de cet appartement les mains vides. J'engagerai les meilleurs avocats. J'ai des relations et de l'argent. Et toi, qui es-tu? Une chômeuse qui est restée 6 ans assise à la maison? Aucun juge ne laissera les enfants à une femme qui n'a ni revenu ni logement. Julien lâcha son épaule et secoua les mains avec dégoût. Thomas, je le prendrai à 100%. Il a besoin d'un père qui réussit, pas d'une mère pleurnicharde et ratée. Léa, soit, je te la laisserai peut-être, et tu iras travailler comme caissière dans un supermarché pour des miettes. Tu m'as bien compris? Soit dès demain matin, tu fermes ta bouche et tu te remets à cuisiner correctement, soit je te réduis en poussière et tu viendras à genoux me supplier de te donner de quoi acheter du pain. Claire retira lentement sa veste. Chacun de ces mots se gravait dans sa mémoire. Il ne se contentait pas de la faire chanter, il utilisait cyniquement les enfants comme monnaie d'échange. Je t'ai entendu, Julien, répondit-elle d'une voix égale. Et maintenant, écarte-toi de mon chemin. Je dois vérifier comment dorment les enfants. Son calme glacé le déstabilisa. Julien haussa l'épaule avec agacement et partit au salon en claquant violemment la porte derrière lui. À partir de ce soir-là, commença dans la maison une phase de terreur psychologique. Julien transféra ses affaires au salon et se fit un lit sur le canapé. Il déclara qu'il ne voulait pas dormir dans le même lit qu'une femme incapable de créer un foyer agréable. Une guerre froide épuisante commença. Julien cessa de manger ce que préparait Claire. Il commandait ostensiblement des repas au restaurant. Il mangeait exclusivement seul, et laissait les boîtes de pizza sales sur la table basse, exprès, sachant que Claire devrait tout nettoyer. Il pouvait passer à côté de sa femme, en la heurtant volontairement de l'épaule. Il cessa complètement de lui parler, ne communiquant que par de brefs ordres. Mais l'instrument le plus terrible de sa pression devint le téléphone portable. Avant, Julien mettait toujours son téléphone en mode silencieux. Maintenant, il avait délibérément monté le son au maximum. Tard le soir, derrière la porte du salon, commençaient à parvenir les bips secs des messages. Julien était allongé sur son canapé et échangeait des heures durant avec Léna. Il le faisait de manière à ce que Claire entende absolument tout. Chaque message s'accompagnait de son petit rire satisfait. Parfois, il ouvrait exprès la porte en grand et se mettait à enregistrer des messages vocaux pour sa maîtresse. Sa voix roucoulante parvenait sans entrave jusqu'à la cuisine. Oui, ma belle, moi aussi je m'ennuie terriblement de toi. Bien sûr, demain on passe à la boutique, on t'achète des chaussures. Tu sais bien que pour toi je ne refuse rien. Tu es ma seule joie dans ce marécage. Il déréglait méthodiquement le système nerveux de sa femme. Il lui montrait ouvertement, regarde, j'ai une autre vie, une vie heureuse. Il voulait briser entièrement sa volonté, écraser son estime d'elle-même. Cette pression eut un effet physique sur Claire. Elle maigrit au point que ses vieux jeans se mirent à flotter sur ses hanches. Des cernes sombres se creusèrent sous ses yeux. Mais le pire, c'est que cette tension descendit comme un nuage sur les enfants. Les enfants captent instantanément n'importe quelle fausseté. Léa, 3 ans, devint capricieuse, refusait de manger, pleurait souvent la nuit. Mais ce qui se passait frappa le plus durement Thomas. Le garçon de 7 ans devint soudain silencieux et craintif. Quand Julien rentrait, Thomas s'efforçait de ne jamais croiser son regard. L'enfant, avec son instinct d'enfant, sentait la menace qui émanait de son père. C'était le 5e jour de cette guerre insoutenable. Il était tard dans la nuit, l'horloge électronique du micro-ondes indiquait le début de la 3e heure du matin. Claire était couchée dans sa chambre froide, les yeux rivés au plafond. Le sommeil ne venait pas. Du salon ne parvenait plus depuis longtemps aucun son de téléphone. Julien s'était endormi. Claire décida d'aller à la cuisine se chercher un verre d'eau. Elle sortit sans bruit dans le couloir sombre. En passant devant la porte de la chambre des enfants, elle s'arrêta soudain. Il lui sembla entendre un son étrange et bas. Ce n'était pas le bruit d'une voiture qui passe. C'était un son saccadé, humide, semblable à un reniflement d'enfant étouffé. Le son provenait de l'entrée. Claire alluma la faible applique murale. La lumière terne éclaira l'entrée. Sur le sol froid, les pieds nus repliés sous lui dans son pyjama à motif de petite voiture, était assis Thomas. Autour de lui étaient éparpillées de lourdes chaussures.
celles de Julien, ses chaussures de ville neuves et ses baskets. Le garçon était assis au beau milieu de ce tas de chaussures. Ses épaules tressautaient finement, de grosses larmes coulaient sur ses joues. Il ne mettait aucun son, par peur de réveiller son père. Claire s'agenouilla aussitôt près de son fils. « Thomas, mon trésor, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu ne dors pas? Tu vas attraper froid, le sol est glacé. » Elle tendit les bras pour le serrer, et à cet instant, elle vit à quoi étaient occupées les mains tremblantes de son enfant. Thomas tenait fermement entre ses doigts les longs lacets sombres des chaussures d'hiver de Julien. L'enfant, méthodiquement, avec une obstination incroyable, nouait ensemble le soulier gauche et le soulier droit. Il avait déjà réussi à faire un énorme nœud compliqué, fait de dizaines de petits nœuds. Les lacets s'étaient entremêlés en une boule serrée. À côté étaient posées les chaussures de cuir, et leurs lacets aussi étaient solidement noués l'un à l'autre. Claire regardait cet énorme nœud sur les chaussures de son père, et une terrible intuition lui transperça la conscience. « Mon chéri, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as attaché tout ça ?» Thomas leva vers elle ses yeux rouges et gonflés. On y lisait une peur et une douleur telles que Claire eut envie de hurler. L'enfant eut un sanglot convulsif et parla dans un murmure. « Maman, j'ai tout entendu, l'autre fois, quand vous vous disputiez. Je ne dormais pas. Papa a dit qu'il partirait, qu'il m'emmènerait avec lui, et qu'il te laisserait toute seule. Je ne veux pas partir loin de toi, maman. Je ne veux pas vivre avec papa et la dame étrangère. Il rit tout le temps avec elle. Elle ne lui crie pas dessus. » Le garçon baissa la tête et regarda ses doigts tachés de cirage sombre. « J'ai beaucoup réfléchi, maman. J'ai trouvé comment nous sauver. J'ai attaché ces chaussures, toutes ces chaussures que j'ai trouvées. Je les ai attachées très fort. Demain matin, papa va se réveiller, il voudra les mettre pour partir pour toujours. Mais il ne pourra pas. Il ne pourra pas s'en aller loin de nous, chez la méchante dame. Il restera à la maison. » Thomas se rapprocha de Claire avec une supplication désespérée. « Maman, ne pleure plus s'il te plaît. Je ne demanderai plus jamais de petite voiture. Je serai le garçon le plus sage du monde, parole d'honneur, mais qu'il ne m'emmène pas loin de toi, qu'il reste avec nous, ou qu'il parte tout seul, sans moi. » Ce murmure fut pour Claire la goutte d'eau ultime, le point du désespoir absolu. Elle regardait son fils qui tentait de ses faibles mains d'enrayer la catastrophe. Julien avait voulu briser psychologiquement sa femme, mais par sa terreur, il avait irrémédiablement mutilé l'âme d'un enfant. Claire se pencha brusquement en avant et serra Thomas contre sa poitrine. « Chut, mon trésor, chut, mon petit garçon courageux, » murmura-t-elle avec ferveur, le berçant à même le sol dur. « Personne ne t'emmènera jamais. Personne au monde ne pourra t'arracher à moi. Je ne le permettrai jamais. Toi, Léa et moi, nous serons ensemble pour toujours, je te le promets. » Claire resta assise par terre, caressant son dos sans arrêt. Les larmes qui étaient prêtes à jaillir une seconde plus tôt s'asséchèrent soudain. La faiblesse s'en alla, la peur de l'avenir brûla en un instant jusqu'à la cendre, ne laissant derrière elle qu'un froid résidu calciné. Elle porta doucement son fils dans sa chambre et resta longtemps assise à côté de lui, dans l'obscurité, jusqu'à ce que sa respiration redevienne régulière. Puis elle ressortit sans bruit. De derrière la porte du salon parvenait le puissant ronflement de Julien. Il dormait d'un sommeil profond, absolument certain de sa victoire. Claire passa à la cuisine. Elle alluma la lampe de bureau, se découpant un cercle de lumière dans l'obscurité. Elle ne pleura pas. Il faut s'arrêter un instant sur ce que vit un enfant dans ces moments-là. Les adultes croient souvent que les petits ne comprennent rien, qu'ils dorment, qu'ils sont protégés. En réalité, l'enfant absorbe chaque tension, chaque mot dur, et il s'en attribue parfois la responsabilité. Ce petit garçon qui nouait des lacets croyait pouvoir, par ce geste, sauver toute sa famille. Et vous souvenez-vous de ce que vous portiez sur vos épaules d'enfant, quand vous pensiez que tout reposait sur vous? Claire sortit d'une étagère un gros cahier épais et un stylo à encre noire. Elle s'assit à table et inscrivit en haut de la page « Plan d'audit ». Puis elle traça 3 colonnes sur la feuille. Première colonne, actifs et patrimoine. Deuxième colonne, comptes et transactions. Troisième colonne, éléments de preuve. Elle commença méthodiquement, ligne après ligne, à remplir le tableau. L'appartement, la voiture neuve, la maison de campagne, le salaire de Julien sur le contrat, ces fameux 120 000 € volés effrontément, les factures de bijoux. Elle entreprit de mener un audit complet d'une vie de famille en ruine. Elle se rappelait toutes ses excuses de ces dernières années, tous ses mensonges. Chacun de ces mots se posait désormais sur le papier sous forme de chiffres.
Si Julien voulait la guerre, il l'aurait, mais ce serait sur son terrain à elle, une guerre de chiffres et de relevés bancaires. Dehors, le ciel commençait à pâlir à contre-cœur. Claire écrivit la dernière ligne, posa un point bien net et rangea le cahier au fond du tiroir, soigneusement caché sous les recettes de cuisine. Elle éteignit la lampe et se passa le visage à l'eau glacée. Elle regarda son reflet. Ses yeux ne paraissaient plus éteints. Une lueur dure y était apparue. Elle irait jusqu'au bout, pour ce petit garçon qui dormait à présent avec les doigts tachés de cirage. Claire sortit dans le couloir, s'accroupit et défit d'un geste rapide tous les nœuds sur les chaussures de Julien. Elle lissa soigneusement les lacets froissés, rangea les chaussures dans un ordre parfait et effaça avec soin toutes les traces de saleté sur le sol. Rien ne devait trahir l'incident de la nuit. L'ennemi devait rester pleinement convaincu qu'il gagnait, jusqu'au moment où le piège d'acier se refermerait sur sa jambe. Le matin se leva gris et humide. Julien partit au travail tôt, claquant violemment la porte derrière lui. Il poursuivait obstinément sa tactique de silence glacial et d'indifférence ostentatoire envers sa femme. Mais ce théâtre ne fonctionnait plus. Claire conduisit calmement Thomas à l'école, Léa partit à la crèche, et l'appartement plongea dans le silence. Sur la table de la cuisine était posé son ordinateur portable. Dans un dossier dissimulé, elle avait déjà rassemblé une sérieuse base de données. Claire n'avait presque pas dormi de la nuit, scannant méthodiquement les tickets, les vieux contrats et les relevés bancaires qu'elle avait réussi à trouver dans les affaires de son mari. Vers 11 heures, une sonnerie sèche à la porte déchira le silence. Celui qui sonnait ne retirait pas son doigt du bouton. Claire s'approcha de la porte et regarda par l'œilleton. Sur le palier se tenait Léna. Elle portait un manteau crème de luxe et de hautes bottes en daim. Ses cheveux noirs tombaient sur ses épaules en boucle de coiffeur. Claire sentit tout en elle se ramasser, mais sa respiration resta égale. L'auditrice qu'elle portait en elle évalua aussitôt la situation. L'adversaire avait quitté son abri et venait sur son territoire. Donc, l'adversaire est nerveux et commet des erreurs. Claire ouvrit la porte, barrant le passage de son corps. Léna se tenait sur le seuil, parcourant le palier d'un regard dégoûté. De près, elle avait l'air d'une toute jeune fille, mais son regard était lourd et insolent. Une odeur écœurante de vanille et de sucre brûlé frappa les narines de Claire, l'odeur qui empoisonnait sa vie depuis des semaines. « Salut !» Léna ne se donna pas la peine d'être polie. Elle tenta d'entrer dans le couloir, mais Claire ne bougea pas d'un pouce. « Nous ne nous sommes pas tutoyés, » dit froidement Claire. « Que voulez-vous ici ?» Léna claqua la langue avec agacement, levant les yeux au ciel de façon théâtrale. « Oh, épargne-moi ce pathos de plouc. Ton confort, je m'en moque éperdument. Je viens pour affaire. » Elle ouvrit son sac d'un geste brusque et en sortit une feuille pliée. « Julien dit que tu t'es complètement braqué. Il est trop mou avec toi. Il pense sans cesse à vos enfants. Et moi, je n'aime pas attendre. » Léna tendit le papier à Claire. C'est un consentement notarié de l'épouse à la vente de l'appartement. C'est déjà rempli, en bonne et due forme. Tes coordonnées, c'est Julien qui me les a données. Tu n'as qu'à aller chez le notaire, gribouiller ta signature et lui remettre ce papier. De préférence aujourd'hui. Claire ne leva même pas la main pour prendre la feuille. Elle continuait de se tenir immobile dans l'embrasure. Vous êtes vraiment dans votre bon sens ? Vous venez en personne chez moi exiger un consentement à la vente d'un appartement où vivent mes 2 enfants ? Tes enfants, c'est ton problème. La voix de Léna devint aussitôt dure et criarde. Le masque de la lionne raffinée tomba. Vous pouvez vous acheter un 2 pièces en périphérie, ça vous suffira. Et nous, on a un besoin urgent d'argent. Mon salon réclame des investissements, et Julien traverse en ce moment des difficultés passagères. Il m'a promis une voiture neuve pour le nouvel an. Léna tordit les lèvres avec mépris en regardant le pull d'intérieur de Claire. Écoute-moi, la cruche. De toute façon, tu ne le retiendras pas. Ni avec tes petits plats, ni avec tes gosses. Un homme a besoin de fête et de beauté. Et toi, on te regarde, ça donne envie de pleurer. Claire sentit une vague froide d'adrénaline. Elle n'avait pas l'intention de se justifier. Partez immédiatement, et dites à Julien que s'il a besoin de mes signatures, qu'il vienne les demander lui-même, au lieu d'envoyer chez moi sa domestique gratuite. Le mot domestique agit sur Léna comme un chiffon rouge. Son visage se couvrit de plaques violacées. Elle fit un pas en avant, presque collée à Claire, et siffla. « Tu ne comprends vraiment rien. Je n'attendrai pas qu'il divorce avec toi. Ce collier, il me le faut aujourd'hui, pas une retraite dans 40 ans. Julien me donnera tout, parce que moi, je lui donne la vie, et toi, tu lui donnes juste le calendrier des vaccins des gosses. Signe ce papier, sinon il te jette dehors dans le froid, sans un centime. »
À cet instant, la porte de l'appartement voisin s'ouvrit. Sur le palier surgit Josette. Elle tenait un torchon mouillé. La voisine évalua aussitôt le tableau. Claire, calme, et la fille agressive en manteau de luxe. Josette s'approcha, dévisageant Léna sans gêne. Ma Claire, et c'est quoi cet étrange oiseau de paradis qu'on nous a apporté là demanda haut et fort la voisine. Ça crie, ça remue les bras, c'est perdu, la pauvre. Léna se retourna vivement. Madame, retournez d'où vous venez, ça ne vous regarde pas, lança-t-elle, grimaçant à l'odeur d'oignons frits qui s'échappait de l'appartement de la voisine. Josette ne se troubla pas le moins du monde. Elle avança encore d'un demi-pas. Mon Dieu, fit la voisine avec une surprise moqueuse. Et qu'est-ce qui t'est arrivé au visage, ma fille? Les sourcils, on dirait deux grosses sangsues qui se sont battues. Elles sont prêtes à se débiner. Et les lèvres, Seigneur, on dirait qu'elle a piqué du nez dans une ruche. Tss, drôle de mode. Plus elle se défigure, plus elle se croit chère. Léna en suffoqua d'indignation. Sa main se porta par réflexe à son visage. Dans son milieu, on ne lui faisait que des compliments. À une critique populaire aussi impitoyable, elle n'était pas préparée. « Vous n'êtes qu'une vieille bouseuse !» cria Léna en reculant vers l'escalier. « Bouseuse, oui, ma jolie !» approuva volontiers Josette en avançant sur elle. « Et j'ai la main lourde, une main de travailleuse. Si tu ne déguerpis pas tout de suite sur tes échasses prendre l'air frais, je t'enroule ce torchon mouillé dans le dos, de telle sorte que tu dégringoleras jusqu'au rez-de-chaussée en faisant des galipettes. Dégage de notre porte. » Léna toisa la silhouette résolue de la voisine d'un regard apeuré et fit volte-face vers l'escalier. « Tu vas le regretter, » lança-t-elle à Claire depuis le palier inférieur. « Je vous détruirai. » Le claquement des talons s'éteignit vite. Josette poussa un soupir et se tourna vers Claire. « C'est elle alors, la belle de Julien ?» Claire hocha la tête en silence. Ses mains tremblaient un peu, mais elle se tenait droite. « Merci Josette, vous m'avez défendue. Y a pas de quoi me remercier, j'en ai vu des rapaces dans son genre. Une cervelle de moineau, mais une fierté de général en chef. Ce papier, tu ne lui as pas donné ? Non. C'est un consentement à la vente de notre appartement. Julien veut nous laisser à la rue. Son salon est criblé de dettes et il a peur de la perdre. Josette secoua la tête. Bon, Claire, les discussions sont finies. S'ils se mettent à débarquer chez toi, c'est que ça les démange sérieusement. L'argent leur brûle les doigts. Change les serrures dès aujourd'hui. Demande à Adrien du 4e. C'est un homme fiable. Il te fera ça vite. Et tous les documents importants, sors-les de la maison. De ces voleurs, on peut s'attendre à tout. Les paroles de la voisine se révélèrent prophétiques. Le lendemain, Claire décida de porter les originaux des actes de naissance des enfants et son propre passeport au bureau de Marine, dans le coffre. Le matin, elle accompagna Julien au travail, rassembla les documents et partit en bus, comptant rentrer pour le déjeuner. Mais au cabinet d'avocat, il y eut un contretemps. Marine était partie à une audience, et Claire dut rentrer plus tôt avec les documents importants dans son sac. Elle monta à son étage, et se figea. Elle vit que la lourde porte de son appartement était entr'ouverte. Julien ne pouvait en aucun cas être rentré aussitôt. Des cambrioleurs. Elle poussa prudemment la porte. De la chambre parvenait un froissement méthodique d'objets qu'on remue et le grincement des tiroirs de la commode. Claire avança sans bruit dans le couloir et s'arrêta dans l'embrasure. Près de la commode se tenait Geneviève. La belle-mère était en manteau, elle n'avait même pas pris la peine de retirer ses chaussures de ville, laissant des traces sales sur le tapis propre. La femme feuilletait à la hâte des papiers tirés d'une chemise plastifiée, cherchant manifestement quelque chose de précis. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» La voix de Claire claqua, sèche. La belle-mère sursauta de tout son corps. La chemise lui échappa des mains et les papiers s'éparpillèrent en éventail sur le sol. Geneviève se retourna brusquement. Son visage se couvrit aussitôt de plaques violacées. Une seconde, elle resta pétrifiée, prise sur le fait. « Claire, mais pourquoi tu n'es pas dehors ?» La belle-mère tenta de donner à sa voix une intonation condescendante. « Que faites-vous dans mon appartement ? Vous fouillez dans ma commode ? Comment êtes-vous entrée ici ?» Claire fit un pas dans la pièce. Son regard tomba sur un trousseau de clés posé sur le lit. C'étaient les clés de Julien. « C'est l'appartement de mon propre fils. » Geneviève releva fièrement le menton. « J'ai pleinement le droit de venir ici. Julien m'a personnellement demandé de récupérer des documents. Il ne voulait simplement pas s'abîmer les nerfs à discuter avec toi. »
Julien vous a demandé de voler les documents de la maison de campagne, celle qu'on a construite ensemble avec mon argent de congé parental. Claire s'approcha. Vous êtes entrée chez moi comme une vulgaire voleuse, en chaussures sales sur mon tapis propre. Vous avez fouillé dans mes affaires personnelles. Ne t'avise pas de me parler sur ce ton. La voix de la belle-mère se brisa en un cri perçant. Quelle maison de campagne? C'est la maison de mon fils. Tu veux le mettre sur la paille, ingrate, va-nu-pied. Je ne te laisserai pas dépouiller mon garçon. La belle-mère se pencha vivement, tentant de ramasser de ses mains tremblantes les papiers éparpillés. Claire ne cria pas en retour. Elle fit simplement un pas en avant et posa fermement le pied sur la chemise, la plaquant durement contre les poils du tapis. Retirez vos mains, Geneviève, immédiatement. La femme âgée se figea, fixant la chaussure de sa belle-fille. Elle se redressa lentement. Reprenez vos clés et sortez d'ici, dit doucement Claire. Hors de chez moi. Tu le regretteras amèrement, espèce de moins que rien, siffla Geneviève en attrapant le trousseau de clés. Claire la suivit en silence par les talons, jusqu'à la porte d'entrée. La belle-mère sortit sur le palier, martelant le sol de ses talons. Au bruit ressortit Josette, et un étage plus haut, une autre porte s'ouvrit avec curiosité. Geneviève décida de jouer une scène finale. Brave Jean, regardez-la donc, déclama-t-elle théâtralement. Elle met la propre mère de son mari à la rue. Elle veut envoyer mon fils dans la tombe. Vipère. Claire fit un pas sur le seuil. Elle se tenait sur le palier, calme, regardant sa belle-mère. Geneviève, la voix de Claire sonnait nette. Vous êtes entrée illégalement dans mon appartement, en mon absence. Vous avez fouillé mes affaires et tenté d'emporter en cachette des documents. En langage juridique, cela s'appelle un vol avec effraction, un délit pénal. Si je vous revois sur le seuil de chez moi, je ne discuterai pas avec vous. J'appellerai simplement la police. J'ai des témoins de votre visite. Et maintenant, partez. Claire rentra dans l'appartement et claqua de toutes ses forces la porte métallique. Dans le silence, les serrures cliquetèrent bruyamment. Geneviève resta plantée sur le palier sale, sous le regard méprisant de Josette. L'humiliation fut publique. Une femme habituée à la déférence générale était chassée dans la honte. Claire ne perdit pas une minute. Elle comprenait que Julien pouvait rentrer plus tôt. Il lui fallait sécuriser ses arrières. Elle se rappela que dans la boîte à gants de la voiture de Julien, il gardait toujours une clé USB professionnelle. Claire s'habilla vite et descendit dans la cour. La voiture était sur le parking. Elle l'ouvrit avec le double des clés, trouva dans la boîte à gants un petit rectangle de plastique noir et rentra chez elle. Le soir même, elle monta au 4e. Adrien ouvrit la porte presque aussitôt. Il écouta la demande de Claire en silence, prit ses outils, descendit au 3e et, en 40 minutes, remplaça entièrement les barillet des 2 serrures de la porte, remettant à Claire de nouvelles clés. Quand Julien rentra dans la nuit, sa clé ne rentra tout simplement pas dans la serrure. Il frappa longtemps à la porte, mais Claire ne vint pas ouvrir. Elle se coucha tranquillement. La guerre était entrée en phase de siège. Le lendemain matin, Claire était assise dans le bureau de Marine. Sur la table reposait ce fameux rectangle noir, la clé USB. Marine l'inséra dans son ordinateur portable. Pendant plusieurs minutes, le silence régna dans le bureau, seule cliquetait la souris en rythme. Le visage de la juriste se faisait de plus en plus concentré. Soudain, Marine s'arrêta. Elle retira lentement ses lunettes et regarda Claire de ses yeux stupéfaits. « Claire, tu te rends compte de ce que tu viens de m'apporter ?» La voix de Marine était sourde. « Je n'ai pas eu le temps de regarder les fichiers. Il y avait un mot de passe. Ce sont des copies de ces contrats de travail en cours. Ce ne sont pas de simples contrats secs, Claire. C'est toute la comptabilité parallèle de sa filiale de construction. » Marine tourna l'écran vers elle. Il luisait de longs tableaux de tableurs. « Regarde bien ici. En tant que chef de projet, il avait le droit de disposer seul des fonds de représentation. Ce sont des sommes affectées par l'entreprise à l'organisation de rencontres et aux cadeaux pour les partenaires. » Marine pointa l'écran du doigt. « Et maintenant, regarde les numéros de compte vers lesquels partait cet argent. Voilà un virement d'1/4 de million d'euros. Motif du paiement, organisation d'événements. Et voilà le véritable destinataire des fonds. Entreprise individuelle, Léna Mercier. » Claire se figea. Léna Mercier, la maîtresse de Julien. Et de ces virements détournés, il y en a ici pour une somme totale de plus de 300 000 euros, rien que sur la dernière année, poursuivit Marine.
Julien payait le loyer du local du salon de beauté de sa maîtresse, lui achetait du matériel coûteux et même ce fameux collier, directement sur les comptes de sa société. Il faisait simplement passer ça en frais de matériaux de construction. Il était absolument certain que la direction ne contrôlerait pas de si petites transactions. Claire regardait les chiffres clignotants. L'horreur se mêlait à un froid triomphe de vainqueur. Ce n'est pas qu'un motif de divorce, Claire. Marine referma sèchement le couvercle de l'ordinateur. C'est un grave délit pénal, détournement et abus de biens sociaux en bande, avec usage de la position de cadre. Marine regarda son ami d'un regard lourd. Si des copies de ces documents arrivent sur le bureau du service de sécurité de son entreprise, Julien ne perdra pas seulement son emploi, une procédure pénale sera ouverte contre lui à coup sûr. Il risque jusqu'à 10 ans de prison ferme. Dans le bureau s'installa un lourd silence. Claire digérait l'information. Julien l'avait menacée des meilleurs avocats et de ses relations. Il la considérait comme une va-nu-pieds sans droit. Mais maintenant, tout avait changé. Elle tenait entre ses mains le bouton rouge de la destruction totale de toute sa vie. Nous n'irons pas au tribunal civil avec une demande de partage des services hâtée, prononça lentement Claire. Prépare une mise en demeure ferme, avant procès. On lui présentera ses faits sur notre terrain. Il signera lui-même tout ce dont nous avons besoin, jusqu'au dernier centime. Voilà un détail qui mérite qu'on s'y attarde. Pendant des années, cet homme avait construit son image de réussite sur le dos d'une femme qu'il jugeait insignifiante. Le mépris est souvent l'ultime forme d'aveuglement. En refusant de voir en Claire autre chose qu'une fonction domestique, Julien avait laissé entre ses mains les armes mêmes de sa propre chute. Et vous, n'avez-vous jamais remarqué que ceux qui nous sous-estiment finissent parfois par nous offrir, sans le savoir, les clés de notre liberté ? Le matin du 7e anniversaire de Thomas se leva clair, vif, froid et solennel. Un soleil pâle perçait avec insistance à travers les fenêtres lavées de la cuisine. Il laissait sur le plan de travail clair des rectangles de lumière réguliers. Claire s'éveilla tôt, prise d'un étrange sentiment de légèreté inhabituelle. L'appartement s'emplissait des odeurs d'une vraie maison, un arôme de vanille et de pâte qui cuit. Au four dorait une haute tourte à la viande, préparée selon une vieille recette de famille. Sur la table, attendait son heure un gâteau. 7 fines bougies reposaient à côté. Elle se servit un café et posa devant elle son téléphone portable. C'était le jour auquel elle s'était préparée chaque seconde. Le moment était venu de mettre un point final. Claire composa le numéro de son mari. Julien n'avait plus reparu à la maison depuis 5 jours, depuis qu'Adrien avait changé les serrures. Julien passait ses nuits à l'hôtel et inondait chaque jour Claire de messages venimeux, pleins de menaces. Il était persuadé de tenir la situation sous contrôle. Les sonneries se succédèrent longtemps. Enfin retentit une voix mécontente. « Qu'est-ce que tu veux encore ? Je t'ai dit, toutes les questions passent par mon avocat. Prépare-toi à l'expulsion. » Claire inspira profondément. Elle força sa voix à sonner exactement comme il voulait l'entendre, sourde, avec un léger tremblement. « Julien, s'il te plaît, ne raccroche pas. Écoute-moi une minute. » À l'autre bout régna un silence triomphant. « C'est l'anniversaire de Thomas aujourd'hui, » poursuivit Claire, jouant avec application la soumission d'une femme brisée. 7 ans. Il demande tout le temps après toi. Julien, je suis tellement épuisé par cette guerre. Tu avais raison en tout. Viens aujourd'hui vers 15 heures. On va simplement se réunir, fêter notre fils, et après, quand les enfants iront jouer, je signerai tous ces papiers que tu m'as envoyés, à tes conditions. Finissons-en à l'amiable, pour les enfants. Julien eut un bref ricanement. Il était temps, Claire. La fierté est mauvaise conseillère quand on a les poches vides. Bon, je serai là vers 15 heures. Prépare mes affaires dans un sac et mets-le dans l'entrée. Claire pressa la touche pour raccrocher. Un sourire lourd effleura ses lèvres. La première étape du plan avait fonctionné à la perfection. Le narcissisme de Julien l'avait, une fois de plus, aveuglé. Ensuite, elle ouvrit son répertoire. Les numéros de Bertrand et de Pascal, les supérieurs directs de Julien, elle les avait relevés sur cette même clé USB. Elle les avait appelés 2 jours plus tôt. Claire avait présenté le tout comme une fête de famille en l'honneur de l'achèvement réussi d'un contrat complexe et de l'anniversaire de son fils. Elle avait dit que Julien tenait beaucoup à voir ses mentors chez lui, mais qu'il était trop gêné pour les inviter en personne. Bertrand avait été touché et avait promis de venir avec son adjoint. À 14 heures, la table de fête, dans la grande pièce, était dressée d'une nappe blanche comme neige. Les premiers à arriver furent les invités du travail. Bertrand, un homme distingué en costume gris, et Pascal, son bras droit,
Ils apportaient une grosse boîte de jeux de construction. Claire les accueillit dans une robe élégante, calme et avenante, et les invita à table. Suivit un coup discret à la porte. Entrèrent Adrien et sa fille Manon. L'ingénieur était en simple chemise blanche. Il salua les invités d'un hochement de tête bref et assuré, et se dirigea aussitôt vers Thomas. Sa présence dans la pièce se ressentait comme un appui invisible. Puis arriva Marine. L'amie juriste portait un tailleur strict. Dans ses mains, elle serrait une volumineuse mallette de cuir. Elle adressa un signe à Claire et prit place sur le côté. En dernier déboula Josette. Elle apportait un plat de petits chaussons chauds et un pull bariolé tricoté main pour Thomas. L'appartement s'emplit de conversations tranquilles et de tintements de couverts. L'atmosphère était presque idyllique, mais Claire sentait que la tension intérieure était devenue presque palpable. À 15h15 pile, une sonnerie sèche et impérieuse retentit dans l'entrée. Claire sortit dans le couloir et ouvrit la porte. Julien se tenait sur le seuil dans son manteau de cachemire coûteux. Son visage exprimait un mélange de dégoût et de triomphe condescendant. Dans une main, il tenait négligemment une petite voiture en plastique bon marché, manifestement achetée à la hâte dans une station-service. Il entra dans l'appartement en maître. Sans même un regard pour sa femme, il commença à retirer ses chaussures. « Alors, t'as fini par comprendre que me faire la guerre, c'est juste perdre du temps ?» lança-t-il par-dessus l'épaule. « Les sacs, ils sont où? Allez, on signe les papiers. »« Passe vite au salon, Julien, » dit Claire. Sa voix était sans couleur. « Les invités sont déjà à table. Thomas attend son cadeau. » Julien fronça les sourcils. « Quels invités? Je t'ai dit, sans témoin. Bon, ils survivront. » Il jeta son manteau dans les bras de Claire et se dirigea d'une démarche nonchalante vers la pièce. Claire accrocha son vêtement sur un cintre et entra à sa suite. Julien fit un pas dans le salon et s'arrêta net, comme s'il s'était heurté à un mur invisible. Il s'attendait à voir sa mère ou la voisine, mais la réalité fut foudroyante. D'abord son regard tomba sur Adrien, puis sur Marine, et ensuite il aperçut Bertrand et Pascal, sa direction, les hommes qui décidaient des questions de son avenir dans l'entreprise. Toute l'arrogance de Julien s'évapora en une seconde, son visage prit une teinte terreuse. Il tenta de sourire, mais ses lèvres ne firent que trembler pitoyablement. « Bertrand? Pascal ?» Sa voix grimpa dans les aigus. « Par quel hasard? Je ne m'attendais pas. »« Bonjour, Julien. » Bertrand hocha la tête, observant attentivement son subordonné. « Claire nous a invités. Elle a dit que tu tenais beaucoup à fêter l'anniversaire de ton fils en compagnie de tes collègues. Nous avons décidé de respecter ta demande. Entre, assieds-toi. » Julien, sur des jambes raides, gagna la table et se laissa tomber sur une chaise libre. Il sentait des gouttes de sueur froide lui couler lentement dans le dos. Claire s'approcha de la table, posa la main sur l'épaule du héros du jour. « Adrien, sois gentil, emmène les enfants à la cuisine, » demanda-t-elle à voix basse. « Le gâteau, on le coupera là-bas, et ici, les adultes ont des sujets sérieux à discuter. » Dans la pièce s'installa un lourd silence. Claire regarda Marine. La juriste posa sur la table plusieurs chemises épaisses au cachet bleu. Elle en poussa lentement une vers Julien. « Julien, » dit Marine d'un ton glacial. « Claire m'a demandé de préparer les documents définitifs de votre accord avant procès. » Julien promena un regard traqué des papiers vers sa direction. Bertrand croisa les bras sur sa poitrine. « Quels accords, Marine ?» bredouilla Julien. « Ma femme et moi, on règle tout nous-mêmes. »« Vous avez déjà tout réglé, Julien ?» Claire se dressa face à lui. « Vous avez décidé que vous pouviez disposer de notre argent commun. Les 120 000 € que tu as virés à l'entreprise de ta maîtresse, ce n'est que le début de la conversation. » Julien tenta de bondir, mais Adrien posa simplement une lourde main sur son épaule. « Reste assis, » lâcha brièvement l'ingénieur. « Mais le plus intéressant n'est pas dans l'argent de la famille. » Marine sortit de la chemise des impressions de mouvements bancaires. Elle les étala en éventail devant Bertrand. « Claire a trouvé dans vos archives domestiques des copies de la comptabilité parallèle de la filiale. » Bertrand se pencha en avant. Son regard accrocha aussitôt des numéros de compte familiers. « Qu'est-ce que c'est, Julien ?» La voix du dirigeant était basse, mais effrayante. « C'est la preuve d'un détournement, Bertrand. » Claire regardait droit dans les yeux le patron de son mari. Ces 8 derniers mois, Julien a systématiquement sorti des fonds de représentation de l'entreprise. En réalité, l'argent partait sur les comptes de l'entreprise individuelle Mercier. C'est cette fameuse Léna,
Il payait son loyer et ses bijoux aux frais de la société. La somme du détournement prouvé dépasse 300 000 euros. Julien sentit le monde autour de lui se mettre à tourner lentement. « Bertrand, c'est un faux, c'est du photomontage !» cria-t-il. Bertrand prit lentement l'une des feuilles, regarda la signature de Julien dans le coin. « Ce n'est pas un photomontage, Julien, c'est ton écriture, ta signature électronique. Tu as fait passer le budget d'un chantier stratégique en diamant pour une fille. Demain à 9 heures, tu seras dans le bureau du service de sécurité avec ton ordinateur portable personnel. Si tu tentes de disparaître, nous déposerons plainte au parquet immédiatement. » Julien se recroquevilla sur sa chaise. Tout son vernis s'effritait comme du crépi sec. Devant les invités était assis un homme pitoyable. Marine poussa vers lui le premier document. « Julien, vous avez sous les yeux un acte de donation. Vous cédez à l'instant votre part de cet appartement à vos enfants, Thomas et Léa, à parts égales. » Elle posa par-dessus une deuxième feuille. « Et ceci est une reconnaissance de dette authentifiée par notaire. Vous vous engagez à restituer à Claire 120 000 euros dans un délai de 3 jours ouvrés. » Julien fixait bêtement les papiers. « Et si je ne signe pas ?» Sa voix était à peine audible. Marine rajusta ses lunettes. « Si vous ne signez pas, Bertrand compose à l'instant le numéro du procureur de permanence. 10 ans, c'est un minimum. Le choix vous appartient. » Julien prit lentement le stylo de ses doigts raides. Il y signa sur tous les exemplaires, puis se leva. D'une démarche traînante, il sortit dans l'entrée. Adrien le suivit. « Tes sacs sont dans le coin, dit-il. Les clés de l'appartement, tu les laisses sur la commode. La clé de la voiture restera à Claire, elle en a plus besoin que toi. Prends tes affaires et va-t'en. » Julien attrapa le sac et se précipita hors de l'appartement. Dehors tombait une pluie froide. Le monde bâti sur le mensonge s'était effondré en 1 heure. Au bord du trottoir stationnait son nouveau gros tout-terrain noir. La vitre côté passager descendit lentement. À l'intérieur était assise Léna. Elle portait le collier cœur de l'océan. Julien se jeta à la voiture. « Léna, écoute, j'ai besoin d'argent. Léna, je risque la prison. » Léna le regarda comme si elle le voyait pour la première fois. Elle écarta avec dégoût ses doigts de la vitre. « Désolé, mon chou. » Sa voix sonna indifférente. « Mais la faillite, ce n'est pas sexy du tout. Je l'ai toujours dit, il me faut un homme qui résout mes problèmes, pas un qui se crée les siens. Ta femme s'est révélée bien plus douée que toi. Adieu. » La vitre remonta doucement. Le tout-terrain démarra, éclaboussant Julien d'eau sale. Julien resta seul. À cet instant, au 4e étage, une fenêtre s'ouvrit en grand. Josette se pencha par-dessus l'appui. « Julien !» Et sa voix sonore résonna dans toute la cour. « Tiens bien ton sac, mon mignon, et soigne ton image, Julien. » Claire se tenait dans l'entrée, le dos appuyé contre la porte fermée. Elle entendait le rire de la voisine, et pour la première fois depuis de longs mois, elle prit une inspiration complète. L'air de sa maison était enfin redevenu pur. Il faut s'arrêter un moment sur ce qui venait de se produire à l'intérieur de Claire. Pendant des mois, elle avait porté seule un secret écrasant, jouant un rôle, ravalant sa colère, transformant sa douleur en méthode. Ce calme qu'on prenait pour de la faiblesse était en réalité la forme la plus aboutie de la force. Car la vraie maîtrise de soi n'est pas l'absence de souffrance, c'est la capacité de continuer à avancer malgré elle. Et vous, dans vos épreuves, avez-vous déjà découvert que votre patience cachait une force que vous ne soupçonniez pas ? Le temps ne guérit pas tout, mais il sait remettre les choses à leur place. 1 année s'écoula, exactement. Claire marchait dans l'allée d'un parc. Elle portait un manteau élégant. En 1 an, elle avait changé au point d'en être méconnaissable. Désormais, Claire occupait le poste de directrice financière dans une grande entreprise. À ses côtés marchait Adrien. Il marchait simplement à côté d'elle, lui tenant la main avec assurance. Devant couraient Thomas, Léa et Manon. Thomas s'arrêta. « Oh, mon lacet s'est défait !» cria-t-il en s'accroupissant. Claire eut un mouvement instinctif pour aller l'aider, mais Adrien la retint doucement. « Attends, il y arrivera seul. Regarde-le. » Claire se figea. Elle regarda son fils de 8 ans qui, d'un geste agile des doigts, croisa les 2 bouts du lacet. Un tour, une boucle, un 2e tour, le bon mouvement et un joli nœud étaient faits. Thomas se redressa, sourit à sa mère et courut rattraper les filles. Il n'y avait plus de peur en lui.
C'était simplement un enfant heureux. Claire suivit son fils des yeux, sentant le vent tiède caresser son visage. La vie ne s'était pas arrêtée. La vie n'avait fait que commencer, au moment précis où elle avait enfin accepté de le laisser partir. Cette histoire n'est pas qu'un récit d'infidélité. C'est une étude approfondie de la façon dont un être humain retrouve un appui sous ses pieds quand son monde familier s'effondre jusqu'aux fondations. La psychologie des personnages est ici révélatrice. Julien, aveuglé par son propre narcissisme, a commis une erreur fatale. Il a pris le silence et la patience de Claire pour de la faiblesse et de la bêtise. Claire, elle, auditrice expérimentée, a transposé ses compétences professionnelles dans sa vie privée, prouvant que le calcul froid et le sang-froid peuvent venir à bout de n'importe quel mensonge. Le sens profond, ici, c'est qu'il faut parfois laisser s'écrouler un vieux fondement pourri pour cesser de retenir des murs qui tombent et commencer à bâtir quelque chose de réellement solide. Chers amis, l'histoire touche à sa fin et j'ai une question importante à vous poser. Dites-moi franchement, qu'avez-vous un jour remis à plus tard en vous sacrifiant pour les autres? Et comment avez-vous trouvé la force de changer cela? Partagez dans les commentaires votre expérience de vie. Comment avez-vous traversé de tels moments de trahison ou de choix difficiles? Et comment avez-vous trouvé le chemin qui ramène vers soi? Discutons-en ensemble. Vos témoignages peuvent devenir ce soutien et cette aiguille bien pointue pour quelqu'un qui se trouve aujourd'hui dans une impasse. Merci d'avoir été là, à m'écouter. Prenez soin de vous, tenez-vous droit et vivez avec de l'amour dans chacune de vos journées.